Derrière, t'as la poste. Il nous a demandé de faire. Regarde, pour le bicentenaire. Il est à l'île de Saint-Martin, il a étudié politique. Et autre chose, lui, il fait des poteries, donc il a fait une poterie 44. Ça lui fait plaisir. Globo. Mme Globo, attendez, Mme Globo. Oh. Les autres, ils sont morts ou ils sont en maison de retraite. Allez, voilà. Voilà, la séance photo a ouvert la présentation de ce soir. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être là. Vous avez bravé le froid pour entendre parler ce soir de Carbone 14, la légende et l'histoire. Carbone 14, légende et histoire d'une radio pas comme les autres, c'est le livre de Thierry Lefebvre, qui est là, Thierry Lefebvre, qui sera là aussi pour être l'interlocuteur de tous les acteurs de Carbone 14 qui sont là. Philippe Merlin, qui est là, Michel Fisbin, Philippe de Braine, Jean-François Galotte, Alain Dubois, il y a Pascal Frelon qui n'était pas à Carbone 14 mais à la radio RVS et Cité 96 et Antoine Lefébure qui est à côté de lui. Voilà, tout le monde est là pour parler donc de cette légende et de ces histoires de radio en parlant de Carbone 14. Ce soir, la conférence ici, la présentation est filmée, sera retransmise sur Internet, mise sur Internet un peu plus tard. Elle est même live tweetée, paraît-il. Donc c'est sur Twitter au fur et à mesure de la soirée. Alors Thierry Lefebvre, c'est quand même votre livre hein, qui fait un peu l'événement de ce soir. Et c'est vrai que la question c'est le sous-titre de votre livre, Légende et histoire d'une radio. Et il a fallu, pour vous, le travail, ça a été de démêler la légende de l'histoire, les histoires de la légende, le vrai et le faux. C'est au cœur, le vrai et le faux de l'histoire de Carbone 14. Oui, effectivement. Au départ, mon projet, c'était une enquête, retrouver les anciens de Carbone 14, pas la totalité, parce qu'il y en a eu beaucoup. J'ai suivi un maximum de pistes, mais ça n'a pas abouti pour certaines. Je recherche encore les voleurs. Hein. S'il y a un voleur dans la salle, c'est le titre d'une émission, hein, je vous rassure. S'il y en a un dans la salle, non, personne ne lève le doigt. Donc voilà. Il y a mon adresse, une adresse email à laquelle vous pouvez écrire. Hein, si vous reconnaissez dans le livre, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, le but c'était de réunir un petit peu cette équipe autour de cette radio, que je qualifiais dans un premier temps de mythique, parce que bon, elle reste, elle incarne en quelque sorte ce mouvement de 81 à 83, cette période entre deux lois, entre deux eaux, où on peut se permettre de faire beaucoup de choses, et Carbone 14 va être pionnière dans cette volonté de déborder les cadres. Et je me suis retrouvé donc à interviewer les uns et les autres. Ça a commencé avec Michel Fisbin, hein, que j'avais rencontré en 2001. Bien avant ce projet, c'était à l'époque où je préparais la bataille des radios libres, où il y avait le projet qui était en train de naître. Et un livre aussi, hein. Comment ? Un autre livre ? Oui, un autre livre, mais c'est pas la suite. Hein. Si, c'est la suite. C'est un peu la suite, effectivement, celui-là. Il m'avait accueilli dans des bureaux extrêmement bizarres à côté de France Télévisions, mais il m'avait très bien accueilli. Et puis, ayant fini le premier livre, donc la bataille des radios libres, j'étais un peu à sec, hein, comme tous les auteurs, et je me disais comment continuer l'histoire. Alors tout le monde me demandait 81, 86, il faut l'écrire. Écoutez, 81-86, il y a des choses qui m'inspirent et d'autres qui ne m'inspirent pas. Donc je me suis dit, bon, je mets ça de côté pour éventuellement mes vieux jours, mais je préfère m'intéresser à une radio qui était novatrice, totalement novatrice et passionnante à tous les points de vue. Et pour cela, il fallait reconstituer un petit peu cette équipe. Cette équipe, c'est un ensemble de personnes dont vous voyez
quelques personnes ici, également des personnes qui sont disparues. Je pense en particulier à Catherine Pelletier, sur laquelle on reviendra, donc Super Nana, décédée en 2007. À qui vous dédiez le livre. Voilà, tout à fait. Puisque, effectivement, au départ, c'est venu d'un travail d'une étudiante que j'avais suivie, qui a été probablement la seule chercheuse universitaire, Isabelle Cadière, à interviewer Catherine Pelletier. Et donc, j'avais cette interview et j'avais le désir d'approfondir la question. Et puis, bon, elle est morte entre-temps. Donc, je me suis retrouvé devant une situation un peu difficile parce que c'était quand même un personnage qui tenait toute la deuxième période, on va dire, de Carbone 14 et même la réapparition de Carbone 14 en 86, ce que je relate dans le livre. Mais malgré tout, bon, j'y suis allé grâce à de nouveau Michel Fisbin, que j'ai rencontré une nouvelle fois durant l'été, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, on va dire, 2 ans. Et nous avons discuté du côté de Jussieu. Il faisait très très beau ce jour-là et il m'a donné envie d'aller un petit peu jusqu'au bout de ce projet. Et oui, c'est toi. Et donc, à partir de là, je me suis lancé dans cette histoire et il y avait un grand absent. Qui était le patron de la radio. Donc Dominique Fenu, alias Gérard, dont il est largement question dans le livre, qui ne vit plus en France, qui vit quelque part, très très loin, donc on n'a pas pu payer le billet pour qu'il vienne jusqu'ici. Non, mais il est dans le livre par contre. Oui. Sa parole est là, parfois contradictoire avec elle-même. Tout à fait. Voilà. Mais il est là, et il va être présent, je pense, dans les discussions qu'on va avoir. Mais moi, j'avais une question pour Michel Fisbin, justement. Ça fait quoi de devenir l'objet d'un historien ? Est-ce qu'on se découvre soi-même? Alors Michel Fisbin, vous êtes occupé de Zaléa TV, aujourd'hui vous vous occupez d'un collectif audiovisuel qui sont les Mutins de Pangée, c'est ça? Et alors, objet d'un historien? Oui, alors ça fait bizarre. Je l'ai pas. Comme je celui-là. Ouais, ça fait bizarre parce que oui, on se dit voilà, on est vieux quoi, et puis ce qu'on devait faire, ce qu'on devait accomplir, on l'a accompli. Voilà, et donc c'est juste ça. Mais moi, je trouve que c'est important de passer du temps, comme on l'a fait ensemble d'ailleurs, à ouvrir ces archives et puis à montrer à ceux que ça intéresse ce qui s'est passé à différentes périodes. Et j'y ai pris du plaisir et j'ai essayé de le faire consciencieusement, y compris en passant le relais ou en trouvant des infos te permettant d'aller vers les autres, parce que c'est vraiment une histoire collective, Carbone 14. Et d'aller à la source en rencontrant les autres, ce que tu as finalement pu faire assez largement, je crois. Voilà, donc ça fait bizarre quand même. Je vous le dis, ça vous arrivera. À ceux qui sont les plus jeunes, ça vous arrivera un jour. Tout à coup, vous apercevrez qu'il y a des gens qui, en tant qu'historiens, font une thèse, un machin, un truc sur ce que vous avez fait il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais prenez le temps de jouer le jeu et de transmettre. Et dites-vous qu'il y a un devoir de mémoire. C'est ce que je me suis dit. Mais des fois, c'est chiant, hein, parce que lui, bon, il pose des questions. Il est chiant. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc il m'a vraiment fait beaucoup chier pendant des années et des années, depuis 2001, vous voyez. Mais bon, c'est un devoir, n'est-ce pas? Galotte, c'est pareil, non? Oui, Jean-François Galotte, vous avez réalisé un film qui est sorti en DVD. Le sujet, ce soir, c'est quand même le bouquin. Oui, mais c'est Carbone 14 aussi. C'est vrai que vous avez filmé. Et la productrice est là d'ailleurs. La productrice du film est là d'ailleurs. Vous avez filmé à l'époque, pendant que ça se passait, même s'il y a des choses qui ont été reconstituées. J'ai filmé, c'est Michel Fisbin qui m'a dit de le faire. Ouais. Ce que je constate, moi, c'est sur les radios libres de cette époque-là, il n'y a pratiquement pas d'archives. Personne n'a filmé, ni photographié, ni rien, aucune des radios, des 3000 radios qu'il y avait. Donc c'est un peu, si cette mémoire existe, c'est aussi un peu par hasard. Enfin, sauf Michel qui m'a cassé les couilles. Parce qu'on n'avait pas un rond. D'ailleurs, aucun cinéaste ne s'y est intéressé. Oui. Mais vous avez volé les caméras et la pellicule. Tout a été volé, caméras, pellicule au Secours Populaire, les caméras chez Alga. À l'époque, on faisait un chèque, on avait le matériel. Voilà, mais mais moi, je n'ai que l'histoire du film. Le film ce film m'a coûté très cher et en plein de compte, ça a été difficile. Je sais que l'histoire de Carbone 14, je la possède moins que Thierry Lefebvre, par exemple. Voilà. Moi, c'est un truc auquel il le sait d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est la position de l'historien. Il y a très peu de gens qui, depuis qu'il est sorti ce film, qui ont participé à Carbone 14, que j'ai entendu ou vu. Ça a été quelque chose qui a été assez pénible. Vous avez appris des choses dans le livre de Thierry Lefebvre? J'ai pas eu le temps, non, on l'a pas lu. On l'a pas eu. Alors, on l'a pas encore reçu, donc on l'a pas lu. Mais moi, ce que je sais, donc on revient dans 15 jours. Ce que je sais quand même, parce que j'ai quelques aperçus de ses découvertes, de ce qu'il a trouvé. La seule personne au monde qui connaisse vraiment l'histoire de Carbone 14, c'est Thierry Lefebvre,
personne de ceux qui ont fait Carbone ne peut en avoir une vision complète, parce que chacun en a fait des petits bouts, soit plutôt vers la création, soit plutôt vers la fin. Et c'est tout ça, tous ces apports, mais c'est des apports qui ont été successifs, donc c'est un patchwork. Et lui, il a recomposé les pièces du puzzle, et il n'y a que lui qui en a une vision globale. Maintenant, je vais le lire avec intérêt, et je ne te ferai pas de cadeau, parce que je suis sûr qu'il y a des erreurs dedans. Et là, on va le Jamais appartenu au rétamener. Front National. Il n'a jamais été membre du Front National, Galotte. Jamais. C'est les 30 ans de Carbone 14. Il y a 20 ans, c'était donc les 10 ans de Carbone 14 et des radios libres. Voilà, ce soir, il y aura plusieurs extraits, vidéos et sons issus du fond de l'INA. Voilà, donc le premier. Donc voilà, ça c'était en 91, et une vision de ce moment des radios libres. Antoine Lefebvre, vous êtes présenté là, dans le papier l'INA comme historien des médias, mais vous êtes aussi un des cofondateurs de Radio Verte, une des premières radios libres, et même radio pirate. Qu'est-ce qui était juste dans ce sujet de TF1 ? L'ébullition dont il était question, c'est vrai ? C'était vrai ça ? C'est une ébullition qui n'a pas attendu 80, effectivement. Enfin, l'ébullition, elle est née avec la radio, hein. Radio Verte qu'on a fait, c'était certainement pas la première radio libre. La première, c'était avec les débuts de la TSF en 1920. Il y avait déjà des stations pirates. Il y en a toujours eu. Il y a eu même des stations qui, pendant la guerre, ont retransmis la BBC en 40-44. Alors là, c'était des pirates qui risquaient leur peau, hein, leur vie. Ils risquaient d'être fusillés. Et en fait, cette ébullition dont parle la mère Cotta, là, dans sa belle robe, c'est 77, c'est venu en fait de l'idée qu'on a eue, non pas de créer une nouvelle radio pirate, mais de créer un mouvement des radios libres et de dire Radio Verte sur la FM, la première radio, mais il y en aura des centaines derrière. Et ce qui nous a étonné, c'est qu'il y en a eu effectivement des centaines, on a construit des émetteurs, etc. Et ça a duré 4 ans. Ça a été le mauvais coup, parce qu'on a pensé ou bien être tout de suite interdit, ou bien tout de suite autorisé. On n'a pas imaginé que pendant 4 ans, il y aurait des saisies, des brouillages, des menaces, etc. Et en 81, moi, j'ai laissé la place, effectivement, à toute la génération d'après de Carbone 14, parce qu'on était fatigués. Et la plupart des pionniers qui ont continué après 81 se sont assez mal débrouillés. En fait, ceux qui ont bien réussi, c'est Baudecroux. Il était malin. Il a démarré, lui, en 80. Il ne s'est pas du tout fatigué. Et cette ébullition a duré pendant 10 ans, 20 ans. Et c'est vrai que les socialistes, bon, on savait de toute façon, avec Giscard, on allait avoir les CRS. Avec les socialistes, ils étaient tout à fait contre les radios libres, hein, on l'a oublié. Mais comme tactiquement, ils nous défendaient, on a fait comme s'ils étaient pour, et on a pu leur tordre le bras et les faire autoriser les radios libres, d'abord sous forme de radios de quartier, etc., et après sous des formes plus raisonnables, sachant que, enfin, les amis de Carbone 14 en parleront, qu'il y a eu tout de même beaucoup de radios qui n'ont pas été supportées. Et les radios qui faisaient un peu dans le défi, il n'y a pas eu que Carbone 14, ont découvert un gouvernement qui pouvait rester assez autoritaire sur le sujet. Pascal Frelon, de Cité 96 et RVS, alors votre regard, vous, sur la période? Moi, je dirais, je conforte exactement cette analyse, d'autant plus que je pense qu'il y avait vraiment les socialistes n'étaient pas du tout enclins à libérer les ondes, comme ils l'ont dit réellement. Je pense qu'ils ont été submergés par le mouvement des radios libres et ils ont été obligés de prendre une décision, peut-être, d'accepter l'évolution en tant que telle. Mais il faut quand même rappeler qu'à l'époque, par exemple, moi j'ai vécu l'expérience d'RFM, RFM quand même qui s'imposait à l'époque sur le plateau de Vélizy, a été brouillé donc une année entière. J'ai eu l'occasion moi-même d'enlever le brouillage par un procédé d'antenne pas très connu à l'époque, c'était des antennes Syrah qu'on avait placées sur le pylône. Et effectivement, grâce à ces antennes Syrah, on couchait l'antenne et on retrouvait la possibilité de capter RFM. Donc c'était quand même, pour moi, une possibilité de contrôler un peu le risque de brouillage. Il faut savoir que Giscard, à l'époque, avait commandé un émetteur de brouillage qui valait très cher avant l'élection de Mitterrand. Et c'était payé, bien sûr, par le contribuable à l'époque. Donc un émetteur de brouillage avec des possibilités de balayage de fréquences qui permettait donc de
stationner sur une fréquence et la brouiller, ensuite une autre, et ainsi de suite. Un matériel qui coûtait très très cher à l'époque, hein, donc il faut quand même s'en rappeler. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas de volonté réelle des gouvernements de persévérer dans cette idée de radio libre. Mais Michel Fisbin, vous êtes vécu d'emblée avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand l'antenne s'est ouverte, quand Dominique Fenu a passé cette annonce dans Libération pour embaucher du monde. Est-ce que d'emblée vous vous êtes dit ça ne va pas durer? Comme c'était dit d'ailleurs un peu dans le sujet, de manière assez claire, mais c'est après coup que ça se lit. Alors, le sujet qu'on vient de voir, il est effectivement politiquement correct pour 1991, mais historiquement totalement insupportable, quoi, hein. Là, on voit la télévision d'État à l'œuvre, selon la façon dont le vent tourne sur le plan politique. C'est insupportable. Là, tout ça, il faudrait tout le démonter, le décortiquer, et ça serait un régal, quoi, parce que non, c'est pas comme ça, quoi, en réalité, ouais. Alors, quand on a commencé Carbone 14, il y avait un souffle de liberté et les portes se sont ouvertes à partir de l'élection de Mitterrand jusqu'à 83, où elles se sont refermées pendant l'été pour les radios libres, dont Carbone 14. Et Carbone 14, c'est gentil de dire arrêter ces émissions. Enfin, Carbone 14 a été démoli, détruite, oui, ça se finit à coup de baramine, par les forces de l'ordre et de police envoyées par l'État à coup de hache. Envoyées par l'État et la haute autorité qui était à la botte donc du pouvoir mitterrandiste de l'époque, dirigée par Michel Cotta, qui s'est depuis distingué d'ailleurs en termes de grande moralité en dirigeant le groupe AB, Berda Azoulay, dont on connaît les œuvres, et puis plus récemment même des émissions de télé-réalité comme Carré VIP, plus récemment, à laquelle elle a apporté une caution morale et éthique et déontologique. Enfin bon, c'est ces gens-là, quoi. Et alors, ils étaient contre cette liberté d'expression qu'incarnaient des radios comme Carbone 14, et ils ont tout fait pour que cette liberté d'expression soit contrainte. Effectivement, c'était purement stratégique, leur soutien d'avant 81 au mouvement des radios libres, et ils ont tout fait pour que cette liberté d'expression soit contrainte et disparaisse peu à peu au profit de crimes contre l'intelligence comme Énergie et les autres réseaux commerciaux. Je pense qu'avec le recul de l'histoire, on peut parler de crimes contre l'intelligence. Oui, on retrouve donc cette conférence sur Internet à partir de demain. Ouais. Alors, voilà, juste pour dire, cette période d'ouverture où on a cru que tout était possible, on a compris qu'elle allait se refermer, elle s'est refermée. Et puis alors, en conclusion, en 85-6, François Mitterrand donne la première chaîne privée en clair, après avoir donné à son copain Rousselet la première chaîne privée cryptée, son copain Rousselet, Canal+, il donne la première chaîne privée en clair à Berlusconi, c'est la 5, et la deuxième au groupe de publicité Publicis. Voilà. Et tout est dit. Voilà, tout est dit. Les années 80, ça a été ça. Je vais rappeler un petit élément supplémentaire concernant la 5. Moi, j'y étais aussi à cette époque. Avant la 5 de Berlusconi, il y avait Canal 5. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Canal 5, en fait, c'était le projet de Jean-Louis Bessy. Jean-Louis Bessy, qui faisait partie d'ailleurs à l'époque de la commission consultative tout à fait, pour la distribution des ondes. Et ce que je peux vous dire, c'était assez curieux parce que, en fait, Jean-Louis Bessy avait monté sa télévision, sa chaîne de télévision Canal 5 en toute confiance. En fait, il avait même réclamé, je dirais, le soutien du comité à l'époque. Il avait la bénédiction pratiquement du gouvernement pour lancer sa chaîne de télévision. Cela dit, je trouve que pour une bénédiction, c'est un peu violent parce que quelques semaines après son début d'émission qui était à l'hôtel Nico, je me rappellerai toute ma vie parce que franchement, j'étais très surpris. L'émetteur, qui était un émetteur Itelco de télévision qui avait coûté quand même une petite fortune à Jean-Louis Bessy, a été littéralement dépouillé. Il n'y avait plus rien. Les CRS sont venus, ils ont tout cassé. Démoli le pylône, je rentrais dans l'émetteur et je ressortais. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il ne restait plus que le cadre. Il y avait des scellés partout. J'en ai même gardé parce que j'étais vraiment très surpris de voir cette réaction opposée
étonnante. Oui, alors vous parlez de moyens, vous parlez d'argent, justement, c'est un des grands mystères dans l'histoire de Carbone 14 et qui est soulevé par vous, Thierry Lefebvre, dans votre livre, mais qui finalement reste encore un mystère. C'est un des mystères non résolus, c'est l'argent. D'où vient l'argent? La question vous parlez du pylône grand comme les 2/3 de la tour Montparnasse qui se lève sur le toit du 21 rue Paul Fort dans le 14e arrondissement, qui est le premier siège de Carbone 14. Ça coûte très cher, et même si Dominique Fenu était un entrepreneur relativement florissant, c'est encore ce mystère-là, ce mystère de l'argent, du financement. Bon, le mystère restera un mystère, parce que pour résoudre un mystère, il faut des preuves. Bon, j'ai des pistes, j'ai un certain nombre de pistes qui m'ont mené dans diverses directions. Encore, c'est bien au-delà. Mais je n'ai pas eu de preuves à proprement parler. J'ai en particulier rencontré l'avocate de Dominique Fenu qui m'a raconté l'histoire de son point de vue. J'ai préféré, en accord avec l'INA par ailleurs, ne pas mettre l'accent sur certaines pistes sans preuve. Voilà. Ce que les journalistes savent bien par ailleurs, comme Guy Dutheil. Donc il y a des financements, à mon avis, un petit peu occultes. C'était assez courant par ailleurs. Comment ? Oui, il touchait des billets de 500 francs, Guy Dutheil. Il y avait des distributions d'enveloppes régulièrement, non ? Ça lui coûtait pas si cher que ça, comme radio, parce qu'on n'était pas payé. Donc en fait, il avait payé le matériel, il prêtait les locaux. Il n'a pas payé le matériel. S'il n'a pas payé, ça ne coûtait rien du tout alors. Ou très peu de choses, l'électricité et encore. Oui, voilà, le propriétaire de la radio disposait des locaux avant même qu'il ait l'idée de faire cette radio pour ses activités de distribution de prospectus et d'impression de prospectus. Et c'est quelqu'un qui avait c'est quelqu'un qui avait une approche entre guillemets, je dis bien un peu mafieuse de ses relations avec le politique, puisque Carbone 14, au départ, devait être la radio du député RPR de l'époque, Yves Lancien du 14e, sa radio pour ses campagnes électorales, et que le vent ayant tourné, et puis nous, l'équipe des animateurs ayant pris le pouvoir, le RPR et Yves Lancien sont partis un peu la queue basse, et Fenu a compris qu'il avait meilleur compte, sans doute, pour ses intérêts, globalement, à essayer de faire de cette radio une radio plutôt pro-PS, ce qui ne s'est pas produit non plus. Mais enfin, on se souvient de Bartolone, par exemple, qui est venu visiter la radio en grande pompe, et peut-être d'autres édiles du PS prometteurs. Alors, et puis voilà, donc Fenu, c'est quelqu'un qui naviguait entre la droite et la gauche en fonction de ses intérêts, et qui, pendant la période Carbone 14, était plutôt enclin à miser sur la gauche. Et alors, il n'a pas, à notre connaissance, je pense, il n'a pas payé les disques vinyles qu'il a fallu acheter, il n'a pas payé l'émetteur, enfin, il a monté les entourloupes, il a un peu arnaqué, bon, il n'a pas tenu ses engagements de paiement, mais il a, voilà, donc à moindre frais, sans doute, il a pu faire cette affaire. Maintenant, qu'il y ait eu éventuellement des circuits de blanchiment d'argent sale, venant là éventuellement pour créer un outil utile et intéressant à la façon dont Bouygues l'a fait avec TF1. Enfin, vous voyez, c'est juste en parlant de ça, c'est tout à fait légal apparemment, puisque Bouygues, il l'a dit qu'il le faisait avec TF1 et que c'est pour ça qu'il rachetait TF1. Donc voilà, se disant on va faire une radio et avec cette radio on pourra peser plus pour nos intérêts. C'est tout à fait possible. Jusqu'où va Antoine, après, vous voulez ajouter quelque chose derrière vous? Voilà, c'est tout. Un élément la pour saleté de l'argent, je ne sais pas. Un élément pour le débat. En juin 80, Van Troyen de Radio Ivre me dit « Mais maintenant, l'opposition, comme les socialistes, on a un peu de mal à leur tordre le bras. Si on allait voir l'opposition ?» Oh, je lui dis « Écoute, moi, je suis tout de même très mouillé de l'autre côté. Vas-y tout seul. » Il a été voir Pasqua, carrément, ce qui était à l'époque une bonne idée, un bon choix. Et Patrick lui dit, mais alors, monsieur Pasqua, vous êtes pour les radios libres aujourd'hui, que vous êtes dans l'opposition. Mais bien entendu que nous sommes pour les radios libres, et d'ailleurs, nous allons en aider, et nous allons en financer. Et Charles Pasqua, qui faisait partie de la commission consultative, justement, un peu plus tard, pour la distribution des ondes. J'ai une question pour Philippe Merlin, alias Merluche.
sur Carbone 14. Bonsoir. Bonsoir. Comment êtes-vous arrivé, vous, à Carbone 14 et à quoi ça ressemblait quand vous êtes arrivé, le lieu et l'antenne? Alors, je suis arrivé, moi, à rue Paul-Fort, sur l'annonce publiée par Michel Fisbin dans Libération. J'avais un travail qui m'occupait le matin et l'après-midi. Il dit non. Oui, c'est Michel Fisbin qui m'a recruté pour le... C'est lui qui faisait les... Ouais. Hein donc, voilà. C'est vrai, la petite annonce, c'est Fenu qui la lance et qui la rédige. J'y réponds comme tout le monde. Et après avoir rencontré les gens, il me dit c'est toi qui t'occupes de monter la radio. Et après, tu recrutes qui tu veux, tu te démerdes, etc. Donc j'ai été le premier DG, quoi, de manière informelle. Voilà. Et vous êtes le recruteur? Oui, il faisait partie du début. Ouais. Non, t'as pas répondu à la petite annonce, t'es venu après. Ouais, voilà. Philippe Merlin. Donc voilà, donc moi j'animais une émission entre 12 et 14 sur les acteurs de théâtre, du café-théâtre principalement, les imitateurs et les doubleurs de films. C'était des gens qui étaient un peu dans l'ombre et que je voulais mettre en lumière. Et donc je suis arrivé effectivement à cette équipe et petit à petit effectivement on a monté quelque chose de dynamique auquel je ne pouvais pas participer tout le temps parce que j'étais pas toujours disponible pour le faire, mais effectivement on a assisté à ce vent de liberté et on se rendait peut-être pas bien compte à l'époque qu'on bénéficiait de cette possibilité de faire un petit peu ce qu'on voulait. J'ai eu, parce qu'on avait pas mal de responsabilités à tour de rôle dans cette radio, à un moment donné on m'a donné la responsabilité des maisons de disques et comme anecdote, je faisais donc la tournée des maisons de disques pour avoir récupéré des disques pour la station, parce que c'était encore des disques vinyles. Et les maisons de disques arrivaient avec des piles de disques qui devaient faire à peu près 80 cm de haut, en disant voilà, il y a tout ça à passer. Alors de 8h à 10h, on passait 4 fois Dalida, 2 fois Claude François. Et puis je disais non, on est libre, nous, on est libre de passer ce qu'on veut. Ah bah vous n'en avez pas, bon bah d'accord, j'en ai pas. Et donc finalement, il n'y a plus que deux maisons de disques qui nous donnaient des disques. C'était les maisons à l'époque Virgin qui faisaient la promotion de la New Wave, etc. Donc voilà, c'était pour dire qu'on a mis les pieds dans un monde qui était très formaté. Et avec cette liberté, on a rejeté ce formatage, mais qui a été repris donc 2-3 ans après, effectivement, par ces maisons de disques, par le pouvoir financier, politique, économique. Voilà. Ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est une grille généraliste, d'une radio généraliste, Carbone 14, quand elle démarre. Et c'est une différence aussi par rapport à d'autres radios libres. Ça n'a pas tout de suite démarré dans les coups, les canulars. Effectivement, au début, on avait une radio qui était avec un ton nouveau, mais qui se calquait un petit peu sur les radios existantes, sauf qu'on ne voulait pas faire du sous RTL ou du sous Europe 1. On avait envie de faire quelque chose qui nous plaisait. Donc on mettait les disques qu'on voulait, on avait les invités qu'on voulait, et ce n'était pas les mêmes qu'il y avait chez Michel Drucker à l'époque à la télé. Donc c'était un peu ça, et qu'effectivement, petit à petit, on a amélioré la dynamique de la radio pour pouvoir faire parler de nous, puisqu'on n'a pas le droit à la publicité. On a donc, Michel, avec l'équipe, on a eu des idées de canulars fantastiques. Ouais. Jean-François Galotte, vous, même question. Comment vous arrivez à Carbone 14 et qu'est-ce que vous trouvez en arrivant? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en arrivant? Moi, je sors de la guerre de 40, donc je suis... Mme Globo, fais-nous Mme Globo. Non, je sais pas. Ouais, c'est dommage, c'était la vieille sur Carbone 14, tout le monde croyait que c'était une femme. On ne peut plus le faire. Quand je suis arrivé, par Fisbin, il m'a recruté un matin et il m'a dit tu te tiens tranquille, tu te souviens? Tu m'as dit sinon ça va mal aller pour toi. Donc j'ai mis mes idées politiques de côté, puisque j'étais au Front National à l'époque, et on était, vous savez, c'est l'époque de Dreux, où le Front National va démarrer. Et donc on a aujourd'hui, bon, ça y est, on est récompensé, vous avez vu, on fait 19%. Non, je suis arrivé par Michel, comme ça, on a commencé donc à parler comme ça, assez librement, au micro, comme on parle là ce soir. Hein, c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que je me souviens, Guy Hutail, c'est l'une des premières émissions que tu avais, Le Diable au corps. C'est-à-dire, c'était formidable, c'est peut-être lui qui a amorcé les problèmes des canulars, parce que c'était le midi. Donc, je ne sais pas d'où ça t'est venu, cette idée d'émission. C'est pour ça que c'est des gens comme ça qui mettent le fait. Raconte-nous ce que c'était ton émission. Je voudrais savoir combien, évidemment, l'agent de Est-ce que ça marche, là? Oui. Oui, ça marche. En fait, l'émission, elle est née parce que quelqu'un qui faisait l'émission avant nous, peu de temps, en fait, a abandonné. Et m'a dit, je suis obligé de trouver du travail pour vivre, parce qu'on n'était pas payé. Donc, on a repris l'émission. Le problème, c'est que l'émission, elle était entre 9h et 11h le matin. Donc, on s'est dit avec un copain avec qui j'ai fait l'émission, qui écoute la radio à cette heure-là? Principalement les inactifs, les femmes donc. Et donc on s'est dit on va s'adresser à elles, et donc on leur a proposé dans l'émission de leur trouver un mec, quelqu'un pour l'après-midi, la soirée ou plus. Et donc c'était des petites annonces, donc elles passaient directement à l'antenne, et les mecs se succédaient à l'antenne également, au téléphone, pour essayer de les draguer, les séduire. Et voilà, donc on s'est bien amusé avec ça, quoi.
Enfin, c'est plus que ça quand même, les femmes qui étaient seules, qui s'ennuyaient. Ouais. Il faut que je répète le thème, parce qu'il y a un film américain qui est comme ça. Vous vous ennuyez. Tu es un peu mou avec l'émission là, je trouve. Non, ça pouvait se prolonger. Principe, ça a été repris. Dans des cafés, etc. Ça améliorait les choses. C'est la première fois d'ailleurs que les mythique. Mythique. Oui, c'était ça, c'était l'ancêtre des sites de rencontres. Le Minitel Rose. Non, on nous racontait que dans certaines usines, les mecs s'arrêtaient de travailler pendant l'émission parce qu'ils voulaient voir si leur femme allait téléphoner. Là, voilà, on est au cœur du sujet. Là, je dirais, vous avez l'esprit de Carbone 14. C'est vraiment exactement ouais. comme ça que ça se passait à l'époque. Hein. Non, c'était ce qui était largement, c'était largement improvisé. Au départ, la grille était une grille de radio normale qui imitait un peu ce qu'on entendait ailleurs, mais très vite, en fait, en gardant une grille normale, les choses ont explosé de l'intérieur. Et donc, c'est devenu soit le Diable au corps, soit la fesse le soir, soit les nuls, qui étaient au départ des sketchs normaux, enfin les Minablos, qui d'ailleurs ont été repiqués et c'est devenu les nuls sur Canal. Mais il y avait quelques radios qui structuraient leur émission, comme Cité 96 par exemple, qui faisaient des émissions beaucoup plus littéraires et puis rock. On avait quand même une sacrée notoriété. 96 Cité 96, enfin, place du Théâtre. Moi j'ai travaillé après Carbone, mais ils ont mis Ah du non, temps. c'était juste après, oui, tout à fait. Enfin, c'était aussi à la sortie du projet de Radio Cité Future. Hein. Cité 96, c'était... Non, ce qui était assez drôle avec Carbone, c'était que très rapidement, quand la radio a pris un peu son envol, les autres radios libres nous invitaient pour qu'on vienne sur leur antenne faire du carbone sur leur antenne. Vous aviez l'avantage justement d'être... On était invité en boîte de nuit, il y avait le Rose Bonbon à l'époque, à venir nous, faire du carbone sur la scène. Ce qui s'est passé à Carbone, c'est très particulier, c'est un concours de circonstances très heureux, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt économique à défendre. Il n'y avait pas d'intérêt politique à défendre de la part de la direction des propriétaires. Et par conséquent, et puis il n'y avait pas non plus de contraintes, de carcan moral, quel qu'il soit. Et il y avait la volonté de FENU quand même de faire parler de sa radio, ce qui permettait à ceux qui faisaient cette radio de s'éclater dans tous les sens et d'explorer. Mais c'était vraiment une radio de création. Dans toutes les émissions, dans toutes ces cases, peu à peu, il y avait une émulation qui s'était créée et on inventait tous les jours pour se surprendre les uns les autres. Et donc, ça a été une radio de création. Tu parles des émissions littéraires. On avait quand même en charge du secteur littéraire Régis Geoffrey, l'écrivain. Régis Geoffrey qui n'a pas voulu répondre aux questions de Thierry Lefebvre pour son livre. Bah oui, lui, il n'a pas voulu. C'est l'un des seuls qui n'a pas voulu. C'est dommage. Mais enfin, lui, c'était un pilier de la radio et il faisait des émissions avec des invités. De critique de l'univers de la littérature qui était quelque chose déjà. Bon, voilà. Donc voilà, dans tous les secteurs, musique, cinéma, machin, des sketchs, des impostures, on faisait triper les auditeurs, mais c'était une radio de création et d'émulation dans l'inventivité la plus débridée, donc de délire, quoi. Mais avec, quand on regarde après ce qui a été le parcours de ceux qui ont fait Carbone, on s'aperçoit que tous ont continué finalement à leur façon, à avoir comme ça une exigence d'être des créatifs, des gens qui inventent, qui cherchent, qui font, etc. etc. Bon. Une partie a basculé ensuite sur le combat des télés libres, qui lui n'a pas été gagné, contrairement au combat des radios libres, et qui reste à gagner. Voilà. C'était votre cas, Michel Fisbin. Oui. À moi, après, j'ai basculé sur les télé libres, et puis alors, ça a duré très longtemps, et c'est toujours pas gagné, quoi. Hein. Ça pourrait durer encore. Guy Dutheil, j'ai une question. Antenna, oui, jusqu'à Zaléa TV. Pardon. Guy Dutheil, vous êtes journaliste au Monde. Oui. C'est quoi la différence entre Carbone 14 et Le Monde ? Ce qu'on a fait à Carbone 14, aujourd'hui, on ne pourrait pas le refaire, la radio. Ça, déjà, faut... Dans Le Monde, ce qui est intéressant, ça n'a rien à voir, évidemment, avec Carbone 14. Il y a une chose qui a à voir, c'est qu'on est assez libre, quand même. Parmi les journaux, c'est le seul où on pouvait, en tout cas, s'exprimer qui avait quelque chose d'approchant avec Carbone. J'aurais eu du mal, au Figaro, ou ailleurs. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens du Figaro, hein, je m'excuse pour eux. C'est vrai que j'aurais eu des problèmes. Non, Carbone, s'il y avait une vraie liberté, on disait ce qu'on voulait. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait même pas durer 15 jours. Pas plus, oui. Nouvel extrait, on vous l'a dit, ce soir il y a les extraits, vidéo et sonores, autour de Carbone 14, le deuxième. Jean-François Galotte, il est sympa Jean Telet, c'est un sujet de Jean Telet dans l'Assiette anglaise. Ça, je ne me souviens pas de ça. Hein. J'ai fait un film après avec Jean Telet pour FR3 qui est censuré, qui n'est jamais passé à la télévision. C'était pour les fêtes de Noël.
C'était l'illustration d'une de ses BD. On l'a fait pour les fêtes de Noël. Et Serge Moati, qui est un réalisateur, a interdit le film, qui était directeur des Fer 3 à l'époque. Donc on n'a pas... Bon, bah voyez, c'est un peu vrai ce qu'il dit, le gars là. Je me reconnais pas là-dedans. Jean Telet qui a fait de la bande dessinée aussi. Il a fait de la bande dessinée, qui est le grand pied, qui fait aussi le Montespan, enfin, qui est un grand écrivain aujourd'hui. Enfin. Et donc j'ai fait ça avec lui. Le film n'a jamais été diffusé depuis 30 ans. Donc l'INA possède énormément de films comme ça d'ailleurs, qui n'ont jamais été diffusés. Je voudrais revenir moi sur un truc sur Carbone 14 pour Thierry Lefebvre. Malvina, tu vois. Parce qu'il y a plein de questions qu'on se pose, nous-mêmes étant anciens de Carbone 14. Quand on voit des engins comme ça qui se présentent en 82, cette espèce de discours, on l'entend un peu aujourd'hui, un peu. D'où venait celle-là, cette espèce de connasse qui nous regarde peut-être. Bien, donc c'est plutôt en 83 déjà, c'est plutôt vers la fin de Carbone 14. Malvina, alias Marie-Thérèse Pin, était une employée de la société de Dominique Fenu. Par ailleurs militante du Parti socialiste, elle deviendra adjointe de la Noé jusqu'à une époque récente, jusqu'à prendre sa retraite. Et donc elle avait un rôle de surveillance de ce qui se passait dans les nouveaux locaux à Bagneux. La station avait déménagé et elle avait un pseudonyme, c'était celui de Malvina. Elle faisait quelques émissions, on la retrouvera ensuite sur Fréquence Gay, puis d'autres radios. Mais je crois que Alain Dubois, qui est au fond, l'a plus connu que moi, forcément. Je n'ai pas été jusque-là, mais... C'est pour le PS. Alors, Alain Dubois, c'est Saturnin Pojarski, les oiseaux sont des cons, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé, c'est Jean-Yves Lafesse qui m'avait invité sur la radio, et effectivement j'étais en même temps que Super Nana, Malvina, etc. Bon, moi ce qui m'avait fasciné dans cette radio, c'est tout ce qu'on voit pas ici, parce que c'est la parole, c'est pas des images, c'est pas des excitations visuelles. Justement, il y avait absolument pas d'images, et tout se passait dans la tête des auditeurs. C'est-à-dire que c'était du langage à l'état pur, libéré. Donc ça partait absolument dans tous les sens. Alors c'est tout à fait vain d'essayer de croire qu'il y avait une ligne politique ou même une ligne morale ou une ligne quoi que ce soit. Il n'y avait absolument rien du tout. Ça dépendait des intervenants. Et il y avait, je dirais, du meilleur comme du pire, dans tous les sens. Mais c'est justement cette libération totale de la parole qui, moi, m'a absolument fasciné et qui fait que j'ai eu envie de participer à cette affaire-là. C'est-à-dire que c'était une sorte de mai 68 quand même. Moi, c'était en 82, 83 quand j'y étais. Et il n'y avait pas de cahier des charges, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de... Mais c'était la libération complète non seulement de la parole, mais du fantasme. Et c'est peut-être la seule radio sur laquelle il y a eu de la création en direct. Parce que la radio a ceci de particulier que c'est un média, ou un médium, je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui fait l'intermédiaire. Sur 90% des radios, vous avez quelqu'un qui interviewe un autre gars, qui raconte ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, la musique qu'il a faite, etc. Et finalement, la radio, c'est juste un endroit de passage. Et la création même à la radio, comme elle peut se faire dans le jazz, dans le théâtre improvisé, c'est-à-dire la création en direct. Par exemple, il y avait des feuilletons. Moi, j'ai fait un feuilleton qui a duré 17 ans. Après, j'ai continué pas entièrement sur... C'était des feuilletons qui n'étaient pas écrits à l'avance. Contrairement à ce qu'on appelle un feuilleton sur une radio habituellement, il y a un manuscrit, il y a des acteurs éventuellement qui lisent des textes, etc. Alors que sur Carbone 14, on était un certain nombre à y aller sans avoir de plan, et avec une interaction avec les auditeurs. Et c'est une aventure, à mon avis, qui n'a pas eu d'équivalent depuis. Il n'y a rien d'autre d'équivalent qui existe actuellement. Justement, Philippe Debrenne, vous avez connu Carbone 14 d'abord comme auditeur. Et il y a un feuilleton qui vous a passionné, justement, parce qu'on parlait de feuilleton de Laurent Chauchan et Philippe Spiteri. Moi, je suis arrivé en fin 82 ou mi-82. Je me souviens vraiment plus. J'ai très peu de mémoire. J'ai le souvenir d'avoir vécu une chose absolument extraordinaire. Et surtout, avant d'y aller, et si j'y suis allé, c'est parce que je les ai entendus. Et ils sont fous. Ils sont géniaux. Et
Jean-François, le petit bout que vous avez vu avec Super Nana, ce générique extraordinaire, je sais que Jean-François est le co-auteur de ce générique de Poubelle Night, c'était le co-auteur. Et c'était des moments de... Alors, c'était fabriqué en direct, et puis c'était tellement bon qu'après, ça restait. C'était de l'improvisation, et le résultat était surprenant. Alors, il y avait des feuilletons à 18h, il y avait le Diable au corps, il y avait Jean-Jacques l'après-midi, le Tropique Show. Il y avait des choses... Et toi, tu faisais quoi? Madame Globo. Oui, mais bon. Mais oui. Et l'émission où je me suis le plus éclaté, la meilleure émission de Madame Globo, c'est celle que j'ai faite avec toi. Ouais. Dans une chambre de bonne, derrière le commissariat du 13e arrondissement, après la saisie. C'était quelques temps après la saisie. Et il y avait un type qui nous propose de nous filer un émetteur. Et on va chez lui, c'était juste derrière la mairie du 13e, Place d'Italie. On se retrouve dans une petite chambre là-haut. Le mec, il était en train de se faire les pâtes et tout ça dans son studio pendant... Et tous les deux, on a fait une émission pendant 3 heures. Et pour moi, c'était le rêve de prendre la place de Super Nana, de faire Poubelle Night avec la voix de Madame Globo et toi. Et ça reste pour moi un énorme moment de radio. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment amusé. Ça partait dans tous les sens, c'était que des individus avec de la créativité, avec d'imagination, débridés, et puis un goût pour la provocation, une envie de... c'est vrai qu'il y avait une émulation et les gens... Et toi, tu prenais la voix d'une vieille comme prendra la fesse plus tard. Oui, j'ai même fait une émission avec Jean-Yves. Vous étiez tous les deux en vieux. Jean-Yves Lafesse prend la voix d'une vieille, et toi aussi tu le fais. En fait, c'était encore plus drôle, c'est que j'ai fait une émission avec une vraie une dame d'un certain âge qui était venue, qui a fait l'émission avec moi. On a imaginé un sketch et Lafesse arrivait à ce moment-là, il a pris l'antenne, il m'a demandé de me mettre de l'autre côté, il nous a dirigés comme si on était 2 comédiennes et c'était, voilà, il a imaginé 2 dames pipi qui se crépaient le chignon et par rapport à la qualité de leur... Grâce à toi, on a eu tout le public vieux et le crème à bicêtre a explosé. Je vais dire un truc, parce que pour tirer la leçon de ça, c'était effectivement un laboratoire de création radiophonique et avec une grosse densité de création quotidienne dans tous les secteurs. Et c'était un dispositif Carbone 14 qui a rendu possible le fait que des gens qui au départ n'étaient pas forcément dédiés à ça ou voués à ça ou n'avaient pas conscience de pouvoir faire ça, c'était un dispositif où chacun pouvait vraiment se dépasser. Et si des pôles de création comme ça pouvaient exister à plus grande échelle, il pouvait y en avoir plus, et ça fait peur, évidemment, ce genre de choses. Mais dans les médias ou ailleurs, d'ailleurs, pas seulement dans la radio, dans la télévision, etc., je pense qu'on verrait émerger des talents innombrables. Parce que quand on met les gens dans un tel dispositif, moi, c'est la leçon un peu qu'avec le recul du temps, j'ai retenu, quand on met les gens dans un tel dispositif où ils peuvent se surpasser, se dépasser en termes de création, en général, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, évidemment, mais au-delà, ils se découvrent eux-mêmes. Jean-Yves Lafesse, quand il est arrivé, il s'appelait Jean-Yves Laporte, son surnom d'antenne, et il faisait La Porte Merci, une émission assez belle. Et alors, Galotte, qui est un grand accoucheur de talent, qui a accouché Lafesse, qui a accouché Super Nana, et qu'on a sans doute accouché d'autres. Il y a plein d'épisodes comme ça. On n'a pas encore dit que vous appeliez David Grossex sur l'antenne. David Grossex, en mouillant la chemise. Voilà, mais ça peut se produire, ça, si on accepte des dispositifs ouverts, dont il sort le pire comme le meilleur, mais le meilleur va advenir, c'est certain, si on laisse exister des dispositifs comme ceux-là. Et en tuant, en assassinant Carbone 14, finalement, c'est un bout de patrimoine qu'on a suicidé, et c'est un vrai crime d'avoir fait ça. Ça a été fait dans d'autres occasions, pour d'autres médias, évidemment, mais c'est très grave de faire des choses comme ça. Ça dérange personne. Au contraire, les gens qui en parlent aujourd'hui disent que ça leur a apporté du bonheur d'écouter cette radio le jour ou la nuit. Enfin, ça a fait beaucoup d'heureux. Donc ça dérange personne, ça rend heureux. Et en même temps, on avance, on découvre des choses, on avance, on se dépasse, on se surpasse, on se découvre. Et les auditeurs sont partie intégrante de ce voyage. Donc, parce que voilà, Carbone 14 et les radios libres, pas que Carbone 14, mais les radios libres ont quand même irrigué en création
l'ensemble du paysage radiophonique qui, encore aujourd'hui, avec les émissions de libre antenne qu'on voit fleurir sur les radios comme Skyrock ou... Vous inventez une forme de libre antenne quand même sur Carbone 14. Oui, bien sûr, la libre antenne, c'était au cœur du concept. Eh bien, ça a été repris ailleurs, etc., et ça a irrigué. En télévision, vous voyez la différence. En télévision, cette révolution n'a pas pu être faite parce qu'on n'a pas ouvert ce champ, ce laboratoire de réinvention de la télévision. Résultat, on a la télé qu'on a. Vous voyez, on peut avoir une autre télévision, est possible. Si on ouvre un champ d'invention d'une nouvelle télévision, on inventera une nouvelle télévision, c'est certain. Michel Fisbin, comment Carbone 14 est passé du slogan « La radio qui fait l'humour à vos oreilles » au slogan « La radio qui vous encule par les oreilles » ? Oh, Grossex, tu dois savoir ça mieux que moi. Tu dois être partie intégrante de ça. C'était la radio active, Carbone 14. On cherchait 14 parce qu'il fallait que ce soit ancré dans le 14e. On a trouvé le nom avant son démarrage à l'automne 81. Il fallait que ce soit la radio du 14e pour Yves Lancien. L'équipe d'Yves Lancien assurait les informations et nous assurions l'animation, le reste de l'antenne. Et donc, il fallait un 14. Alors, c'est Chouchan et Spiteri qui ont trouvé le Carbone 14. Formidable. La radioactive, ça va de soi. Et puis ensuite, on a vu passer beaucoup de slogans, dont certains sont passés à la postérité. Ça a été la radio qui pourrait largement faire de la télé. Et puis, la radio qui vous encule par les oreilles. Ça a dû naître quand même du laboratoire La Fesse Grossex, non? Ça vient de par là. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas moi. Grossex. Super Nana. Super Nana plutôt. Hein. Mais bon, elle n'est plus de ce monde. Moi, je rajouterais que pour tout ça, je pense qu'on mériterait d'avoir une fréquence. N'est-ce pas? Je pense qu'on serait bien d'accord. On a beaucoup donné. Hein. On a beaucoup donné. Tous. Guy Duteil. Non, mais Michel dit on n'a pas fait cette même révolution sur la télé, c'est vrai, mais sauf qu'elle pourrait avoir lieu maintenant en se servant des réseaux, d'Internet, pour diffuser des télés inspirées de carbone, quoi. Ça, c'est pas... Je sais pas, à un moment donné, ça a glissé. Parce que Michel se désespère de ne pas avoir réussi. On n'est pas sur la TNT. Voilà, dis-le, Michel, dis-le. La TNT. Et je vous signale, la télé, c'est un drame pour moi, un drame d'autant plus qu'on est nombreux. Il y a Boris Perrin qui est dans la salle, avoir mouillé la chemise pour essayer que ça se passe autrement. Ça aurait pu se passer autrement. Je vous signale que là, avant l'élection présidentielle et l'éventuel départ de Sarkozy, le CSA s'apprête à faire cadeau aux amis de Sarko de 6 fréquences en TNT pour y faire des chaînes clones de celles qu'ils y ont déjà. Et il va faire ça en vitesse. Le CSA va faire ça en vitesse pour faire plaisir aux copains de Sarko. Il va leur donner les 6 dernières fréquences de chaînes en clair en TNT. Voilà, et rien ne semble devoir s'opposer à ça, alors que ce simple fait devrait susciter une révolution. On devrait aller détruire le siège du CSA comme on a pris la Bastille en 1789. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Et ça, Thierry Lefebvre, vous n'en parlez pas dans votre livre, comme par hasard. Non. Il y a une figure qui est dans le livre, qui n'est pas là ce soir, c'est Jean-Yves Lafesse. C'est les nuits qu'il a animées. Il y avait Poubelle Night, on en a parlé, on en reparlera, j'espère, avant la fin de cette rencontre. Mais Jean-Yves Lafesse se découvre aussi, comme disait à l'instant Michel Fisbin, se découvre et crée quelque chose, l'esprit du canular, ou en tout cas du vrai-faux, et de quelque chose qui naît comme ça entre ce vrai et ce faux, ces appels d'auditeurs. Il y a l'épisode d'un vrai-faux violeur qui appelle, d'un vrai-faux terroriste qui appelle, et en même temps ça va quand même au-delà du simple canular. On peut essayer, ouais, bien sûr. Un canular téléphonique. Oui. Effectivement, donc, il y a plusieurs temps dans la montée en puissance de ces canulars. Michel Fisbin y est également pour quelque chose avec son fameux sketch, entre guillemets, de l'Afghan de retour de sa campagne, qui était un coup monté nocturne comme cela. Mais celui qui va systématiser ça va être effectivement Laporte. Il s'appelle Laporte d'abord. Il s'appelle Lambert en fait, c'est son vrai nom. Son premier pseudonyme c'est Laporte et ensuite il choisira. Il choisira le pseudonyme de Lafesse. Et il va s'inspirer, me semble-t-il. Mais appelle-le.
Non, non. Voilà. Alors c'était une caractéristique effectivement Twitter. de Carbone 14. On divulguait pas mal les numéros de téléphone à l'antenne, entre autres celui de Michel Cotta et de bien d'autres. Hein. Le portable n'existait pas. Ah, c'est faux, ça existait. Et donc la FES va lancer effectivement un nombre incalculable comme ça de supercheries et va mobiliser tout un auditoire pendant les nuits qui vont devenir très très écoutés. Hein. Il y a eu des... Comment ? Il n'y a qu'une brique à la bibliothèque, absolument. C'est filtré, c'est le brouillage. Bon, on va peut-être la voir en direct. Bon, c'est difficile de parler, mais c'est un personnage important. Alors ça se passait comme ça, effectivement, souvent à Carbone 14. Orange, bonjour. Pas bon. Allez, on raccroche. Bon, on peut pas raconter le nombre de... Bientôt, on va dire vive Jean-Yves. Jean-Yves. Voilà, tout le monde t'aime bien. Alors rappelle-nous, hein, de la BNF, où tu peux passer. Va, on t'embrasse. Les gens vont faire bien note. À bientôt. La vie doit être content. Tu peux appeler Laurent Chouchan également. Ils sont malades, ils sont en soins intensifs. C'est pas facile d'appeler 17 en ce temps-là. Chouchan, c'est le scénariste du film Tanguy, par exemple, de Châtilliez. Et je crois que Philippe était un grand amateur du feuilleton que faisaient Laurent Chouchan et Philippe Spiteri. Ouais, il faisait un feuilleton le soir à 18h. Exact. Merci. Ah, bravo. Ouais, sur un air de Navaja. Et puis il y avait des chroniques, il y avait des choses étonnantes. Il y avait l'appel de la forêt. Tu te souviens de ça ? Il y avait des choses. Oui, Capitaine Bachémo. Il y avait Bonux. C'est une des fiertés de Carbone 14. C'est le premier bègue à avoir eu une émission à la radio, quand même. C'est grâce à son handicap qu'il avait eu son émission, parce qu'en fait, au départ, c'était un auditeur voisin qui venait, qui a réussi à ramper et rentrer dans la radio, et qui assistait à l'émission. Et à force d'assister, il a eu le droit de dire une blague, mais comme il était bègue, sa blague durait, et au bout d'un moment, on lui a dit « Démerde-toi, prends une émission ». Alors, je n'ai pas retrouvé... On a mieux réussi avec les becs qu'avec les cours de mime à la radio. C'est vrai que ça n'a pas marché, ça. Moi, je veux revenir là-dessus parce que pour moi, c'est le truc le plus important pour ceux qui aiment la radio, c'est qu'il y a eu c'était un laboratoire, mais on savait pas qu'on était dans un laboratoire, et ça inventait à tout va. Il y avait des génériques, des jingles, il y avait de la création. On essayait de bidouiller, de s'amuser, on découvrait la technique. Techniquement, c'était super intéressant aussi de jouer avec des chambres d'écho, avec des trucs comme ça, et ça partait vraiment. Il y avait des créations de personnages, des créations de pseudo improbables, des choses qui avant à Carbone 14 étaient pas pensables, quoi. C'était vraiment une radio différente. Moi, je l'ai écouté et c'était un ovni sur la bande FM, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'auditeurs, il y avait beaucoup de monde parce que c'était tellement curieux. Alors ça choquait, ça provoquait, ça dérangeait, mais en même temps c'était tout ce qu'on a eu par la suite, le changement du vocabulaire, le changement de la manière de s'exprimer à la radio. Je crois vraiment que Carbone 14 a joué un rôle considérable dans notre histoire à ce niveau-là. Je vais poser une question à Thierry Lefebvre, moi. Il y avait des chefs ou pas à Carbone 14 finalement ? Oui, il y en avait tous les jours. Non, mais parce que lui, comme il a... Des chefs ? Oui, des chefs. Oui, il dirigeait vraiment ou pas ? Non, on changeait souvent les chefs, c'est dit dans le film. Hein. C'était un peu Fisbin au départ, ensuite on l'a remplacé, je crois, par, j'ai pas l'ordre, mais la Fesse, ensuite Chouchan, ensuite Philippe Merlin également a été chef, ensuite ça a été surtout Super Nana quand même. Hein. Et justement, si Malvina a été placée là, c'était pour faire contrepoids, en quelque sorte, à Super Nana. Oui, puis ça traduit aussi peut-être l'état d'esprit du patron dont tu as un peu parlé au départ, qui est Dominique Gérard Fenu. Non, c'est ça, c'est aussi une histoire de caractère. Dominique Fenu. Là-bas, on le connaissait sous le prénom de Gérard, quand même. Voilà, alors en fait, il y a deux temps. Il est devenu homosexuel. Il
Je crois qu'il l'était Tout déjà. n'est pas dit dans le livre, hein, manifestement. Il l'était déjà un peu à l'époque, à mon avis. Il avait un petit copain ancien mercenaire ou je sais pas quoi. Bon, vous ne trouverez pas ça dans le livre, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois qu'on n'a pas de preuves. Il y a eu deux périodes pour Carbone 14. Une première période qui est... Oui, vas-y. Donc 21 rue Paul Fort, donc dans le 14e arrondissement, jusqu'en à la fin septembre-octobre 82. Hein, le film est tourné un petit peu avant le déménagement, en particulier. Et là, Fenu était à l'étage au-dessus. Donc sa société, c'est une société de publicité, il avait son bureau au-dessus de l'étage où se trouvait la radio et le studio. Donc là, il essayait de jeter un coup d'œil de temps en temps, quand il voyait quelque chose qui n'allait pas, des cendriers non vidés ou des disques volés, parce qu'il y avait des vols de disques, hein, et d'ailleurs Jean-François Galotte est très au courant. Rends les disques. Donc il y avait plein de problèmes de cet ordre, donc il surveillait. Et ensuite, à partir d'octobre 82, dans des circonstances là aussi un petit peu obscures, il décide de transférer Carbone 14 à Bagneux, au dernier étage d'un immeuble qui existe toujours. Et sa société de publicité est, si je me souviens bien, à Montrouge, donc est assez éloigné du lieu du crime en quelque sorte. Et conséquence de ça, donc il va mettre évidemment Super Nana, qui avait une petite chambre à disposition à côté du studio, et Malvina qui surveille jusqu'en mars 83 un petit peu ce qui se passe dans la radio. C'est quand l'emménagement fin octobre 82. Voilà, c'est ce que j'écris dans le livre. Et donc à partir de mars 83, eh bien, ça commence à se déliter. Et parmi les témoins, il y avait Alain en particulier, hein, puisque c'est le moment où Carbone 14 est condamné, par les commissions Holo, commission Galabert, puis par la haute autorité de l'audiovisuel. Il y a une mobilisation, une pétition en particulier pour essayer de soutenir Carbone 14, et je crois que nous avons parmi nous l'un des rédacteurs de la pétition en question. Il est où ? T'as la pétition ? Que je la signe ? Oui, on avait rédigé une pétition et qu'on a fait signer à Saint-Lazare, les gens qui arrivaient, qui rentraient chez eux ou qui passaient par la gare. Et c'est Malvina qui avait récupéré toutes les pétitions. Et je crois qu'elle n'a pas réussi vraiment à les porter en haut lieu. Et elle les a gardées comme souvenir. Enfin, je ne sais pas si elle les a toujours. Mais à l'époque, cette radio était énormément écoutée quand même sur Paris. Je pense que l'interdiction de Carbone 14 a été pour quelque chose dans le fait que M. Quilles n'a pas été réélu cette année-là. Ou s'il l'a été... On a collé pour lui pour t'enfoirer. Attends, Quilles, tu parles de Quilles ? Oui, je parle de Quilles. Il a fallu coller pour avoir la dérogation. Oui, mais sauf que comme on l'a pas eu, il y a eu un certain nombre d'appels à la radio. Ne votez pas Quilles. Ouais, certains n'étaient pas politisés dans la radio, nous, vous le savez. Mais bon, je sais pas comment ça s'est terminé à son niveau. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas la manif d'énergie. Hein. C'était quand même pas un tel nombre de gens, mais il y avait d'autres intérêts derrière la manif d'énergie, je pense, et qui n'était pas là. Mais Michel Sardou a manifesté pour énergie, et je ne sais pas s'il a manifesté pour Carbone 14. Non, mais maintenant il va voter François Hollande. Non, mais il y avait des soutiens, et ça c'est important, c'est que tout à l'heure on disait que les gens venaient pas à Carbone. C'est pas vrai, il y avait énormément de gens qui venaient à Carbone. Super Nana sortait beaucoup le soir, et il y avait des... oui, elle couchait un petit peu. Et en fait... il y avait des gens qui venaient en permanence. Il y avait des. On parlait Telé, c'était quelqu'un qui était très souvent dans les locaux de la radio. Alors il y avait des chanteurs, Sappho, Guidoni, des gens comme ça, qui venaient très très régulièrement, invités ou pas. C'était un lieu de passage. Il y avait. C'est difficile de garder son calme, mais Jean Edernalier n'est venu qu'une fois, hein, et c'est relaté dans le livre, et il n'est plus jamais revenu dans la radio.
Et je crois que Jean-François Galotte a participé à cette nuit. Mais alors, Jean-François Galotte, est-ce que vous l'avez enlevé, Jean Edernalier, oui ou non? Le but, d'ailleurs, je salue Régis Geoffrey, s'il me voit, parce que c'est qu'il y avait une émission où on déchirait les livres. Enfin, ils déchiraient les livres et ils invitaient des écrivains. C'est vrai que moi, c'est la première fois qu'on envoyait des écrivains en vrai, parce qu'on en voit toujours les mêmes à la télé qui passent 500 fois. Victor Hugo est venu. Mais il était sur la fin, donc c'était un peu pénible. Il est venu avec un lit médicalisé. Il était pénible. Il était vraiment pénible, il radotait. Et alors que quand Edernalier est venu, c'est vrai qu'il venait et c'était très important que l'été était tout de suite en danger. Aujourd'hui, tu le sais, Guy Dutail, quand tu fais une émission, les types sont pas en danger. Ils sont dans une mécanique. La mécanique de l'intervieweur, hein, du présentateur, la mécanique du mec qui vient en face, qui débite ses conneries habituellement. Mon bouquin ici. Là, le type, il s'asseyait, tout de suite, c'était le danger. Que ce soit Gainsbourg, que ce soit Coluche, que ce soit Edernalier. Et c'est vrai qu'il a voulu jouer un numéro. Nous, on lui a fait croire qu'on l'avait enlevé. On lui a dit si tu. Donc, il a réussi à dire que c'était nous qui l'avions enlevé. Une fois qu'il avait dit ce qu'il avait à dire, on n'avait plus qu'à le liquider, quoi. Donc il dit maintenant tu te mets à poil ou ça va aller pour toi ou c'est gros sexe qui va te sauter dessus à poil. Voilà, c'était tout. C'était un peu le régime. Les autres se sont mis à poil autour de lui. Si tout le monde s'est mis à poil. On est descendu pour faire les photos. Les photos d'ailleurs sont toujours interdites puisque le type qui a fait les photos, qui était à l'époque, comment on dit, un paparazzi, est devenu directeur responsable du festival de l'image à Perpignan. C'est-à-dire que les mecs oublient vite. Donc les photos sont interdites à la publication. Moi, je les ai chez moi, je les ai mis un peu sur Internet pour que tout le monde voit. On voit Régis Geoffrey, tout le monde, tout ça. Vous voyez, tout ça, c'est voilà, vous voyez, c'est. Et Bernard Briançon aussi. Avec le temps, tout s'en va. Et donc aujourd'hui, comment il s'appelle le directeur de Perpignan qui s'occupe des Reporters sans frontières, tout ça, des gars qui souffrent et compagnie. Il n'existe pas. Il était paparazzi, quoi. Voilà. Donc c'est avec ça qu'il s'est fait connaître. Et il a tout de suite interdit les images. Et la famille Edernalier aussi, d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Hein. C'est pas tout à fait bien la tête. Tous les noms sont dans le livre. Oui. J'ai couché avec Edernalier, évidemment. Ces documents sont sur, je crois, sur lesmutins.org, avec le reste des documents qui accompagnent la sortie du DVD. C'est ça, c'est les documents dont tu parles, les photos là. C'est en ligne? Oui, non, oui, bon, ça va pas. Allez jeter un coup d'œil sur lesmutins.org. Alors n'allez pas sur lesmutins.org, s'il vous plaît. Je vous interdis d'y aller. Michel Visvin, autre moment, pardon Thierry Lefebvre, autre moment qui a marqué, qui fait peut-être encore aujourd'hui pour la réputation et la mémoire de Carbone 14 chez ceux qui ont pu entendre l'antenne et les autres aussi, c'est cette émission qui s'est appelée Hardcore. À Carbone 14, c'est la radio où on a fait l'amour en direct. Voilà. Peut-être, ouais. Alors c'est vrai que c'est par cette émission que la radio, tout à coup, a vu sa notoriété multipliée par 100 ou 1000, quoi, qu'on a parlé, qu'on s'est intéressé à cette radio, que ça a défrayé la chronique, que la presse à sensation s'est déclenchée, ce qui était très pénible, parce que ce n'était pas le but. Mais c'était effectivement une émission... alors on allait, si tu veux... Parce que moi j'avais constaté qu'effectivement, on faisait le type d'émission Le Diable au corps, ou les petites annonces, les gens se rencontrent. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce qui se passait après la rencontre. Donc, on a fait une émission de nuit, une fois par semaine. Quelques semaines, pas longtemps, après, c'était plus gérable. Parce qu'il fallait que l'anonymat des participants soit respecté. Une émission de rencontre par le téléphone de formation d'un couple. Et ce couple venait à la radio. Et s'il le voulait, dans l'ambiance feutrée du studio, anonymat respecté, il faisait l'amour. Et bon, alors c'était pas forcément de bon goût, mais moi je trouvais intéressant, comme une émission sociologique, de gens qui se rencontrent, qui font l'amour avec des micros et perches permettant de prendre le son comme on prend le son autour d'un match de foot. On le fait pour un match de foot, pourquoi on le ferait pas autour d'un lit? En toute intimité. Non, il commentait pas. Les premières... Mais non, Jean-Yves commentait pas. Les deux premières émissions, les vraies, Hardcore, l'amour en direct, on les a fait avec Lopez et une autre animatrice. Et puis après, Jean-Yves a repris, mais là... c'est devenu un peu du grand guignol, quoi. C'est devenu un peu autre chose. Mais bon, c'était... Mais non, mais la fille, dans les émissions originales, c'était pas une prostituée. Voilà. Et après, quand Jean-Yves a repris l'émission, c'est effectivement Fenu qui a fait venir une prostituée pour les besoins des photographes. C'était plus gérable. Il y avait des photographes, il y avait de... Bah, moi, si, ça je sais bien. Et alors, voilà. Et alors... Carbone 14 a été assimilé. Carbone 14 a été assimilé pendant un temps, ou par certains qui ne veulent voir que ça,
à cette émission seulement, qui a eu lieu quelques fois seulement à l'antenne. Il y a quand même eu une dépêche AFP qui a été rédigée, alors même qu'on ne sait pas encore, en tout cas c'est ce qu'on lit dans le livre de Thierry Lefebvre, on ne sait pas encore si l'émission avait vraiment eu lieu, même si plus tard c'est possible que quelque chose ait eu lieu de cet ordre-là. Mais il y a eu une dépêche AFP du fait de peut-être vos connaissances au sein de l'AFP. Si Thierry Lefebvre m'avait demandé, je lui aurais dit exactement ce qui s'est passé, parce que je sais exactement quelle émission a eu lieu, quelle émission n'a pas eu lieu, quoi. Lopez aussi d'ailleurs, et quelques autres. Mais la dépêche AFP a eu lieu? La dépêche AFP, je vais le découvrir ça en lisant le bouquin, je n'étais pas au courant. Elle est reproduite. Poudre. En tout cas, l'émission a été entendue par des journalistes qui en ont fait des articles, et ensuite, la presse à scandale s'est déchaînée. Et voilà, et puis c'était plus gérable du tout, quoi. Donc on a vite jeté l'éponge. Voilà, Thierry. Thierry, là, j'attends. Je pense que Michel oublie l'époque où il faisait quand même pas mal d'agit-prop pour faire connaître Carbone 14, parce qu'il fallait que les gens soient à l'écoute de cette radio. Et c'était pas évident, parce qu'il y en avait un paquet de radios disponibles sur la bande FM parisienne. Donc se faire connaître, c'était les médias, et en particulier la presse. Essayer de faire retentir comme ça un petit peu la voix de Carbone 14. Alors il y a plein d'expériences menées par les Minablos avec l'utilisation du fax en particulier, du téléx. C'était un téléx, effectivement. Voilà, de Dominique Fenu. Et pour cette émission, donc première émission que Michel fait avec, comment ça s'appelait, Valérie, c'est ça? Oui, Valérie. Ouais. Valérie. J'ai pas retrouvé. Et donc, cette première émission a lieu, mais probablement avec un public relativement limité, ce qui était le cas encore de Carbone 14 à cette époque. On est en février 82, hein, vraiment au début. Et donc, à la suite de ça, c'est que ça se passe le samedi soir, hein, entre le samedi et le dimanche. Et finalement, quand on regarde la presse de cette époque-là, on ne voit rien surgir. Et en fait, il y a effectivement une dépêche de l'AFP qui date du mardi qui suit, donc 3 jours après. J'ai retrouvé l'auteur de cette dépêche, Patrick Fileux, dont on voit les initiales, voilà, et qui, en fait, n'était pas dans le studio au moment de l'émission, et qui retranscrit ce qu'une personne lui dit, et la personne, c'est probablement Michel Fisbin. À partir de là, les médias sont partis. Si l'AFP le dit. Parce qu'il était très très fort de ce côté-là, hein, quand même, non seulement pour les émissions, mais également pour faire connaître Carbone 14. À partir de ce moment-là, la presse, c'est croustillant, donc va s'emparer de ça, en particulier le Matin de Paris, le Quotidien de Paris et quelques autres. Libération, mais avec une certaine... il y avait un petit conflit avec un... à cause de lui. Oui. Tout ça est raconté dans le livre. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on parle énormément de Carbone 14. Et à ce moment-là, Dominique Fenu se rend compte qu'il y a un potentiel dans cette radio. Et il décide de rééditer ça. Michel Fisbin est très très gêné parce qu'on le présente comme le fils de son père à l'époque, et ça le gêne beaucoup. Et conséquence de ça, il va... Henri Fisbin, donc sénateur communiste. Voilà. Et conséquence de ça, il va lâcher l'émission, passer le relais à Jean-Yves Lafesse, qui est en quelque sorte désigné par Dominique Fenu. Et c'est Dominique Fenu qui monte la deuxième émission, la troisième en fait, parce qu'il y en avait un numéro 0 en quelque sorte, la troisième émission de ce qui s'appelait Hardcore et qui change de titre, bon, peu importe. Hardcore l'amour en direct, le titre complet, c'était Hardcore l'amour en direct. Ouais. Lafesse change le nom, bon, je ne sais plus exactement. Oui, ça devait être l'amour en direct. Qui? Et donc, Dominique Fenu, là, effectivement, embauche, et il s'en est largement vanté, il s'en vante dans le film en particulier, une prostituée pour faire fonctionner l'émission. Et donc, double écho de... Avec des photographes dans la régie. Des photographes, Patrick Marquette, qui est peut-être...
Voilà, qui est photographe et dont il y a un certain nombre de photos sont dans le livre. Et Jean-Yves Lafay dira plus tard qu'il se sent aujourd'hui mal à l'aise par rapport à cet épisode-là de l'histoire de Carbone 14. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des extraits de ce moment-là à l'INA, mais il y en a d'autres. On va passer le 4e extrait, enfin le numéro 4. Je lance un appel. Oui. C'est celle que j'ai fait, moi, à l'émission Hardcore, l'amour en direct, et avait été enregistrée par Fenu. Et il m'a amené le lendemain matin les 2 cassettes de l'enregistrement de cette émission. C'était le seul enregistrement recensé à mon sens, hein, et je les ai gardés. Et un jour, je les ai passés à Paula Jacques, qui faisait une émission sur les 10 ans ou les 15 ans ou les 20 ans de la radio libre pour France Culture ou France Inter, je ne sais pas. Elle ne les a jamais rendus. Donc Paula Jacques, si quelqu'un la voit, Paula Jacques, je la croise régulièrement, mais Thierry Lefebvre va vous dire quelque chose. Les cassettes de L'amour en direct que je lui avais passées, elle est venue chez moi les chercher. Paula Jacques a perdu les cassettes. Oh non! Alors on entend un bout, le son des cassettes dans le film. Hein. On entend un peu. À l'époque, ils ne les avaient pas prêtés. Ah ouais. Les Pink Floyd, l'animal qui vole dans l'album. C'est ça l'album? Vas-y, raconte, je sais pas de quoi tu parles. Mais c'était sur les Amours en direct, il y avait les Pink Floyd derrière. C'est En fond, il y avait la musique Pink Floyd. D'accord. J'ai rencontré David Gilmour il y a 2 ans et je lui en ai parlé de ça. Ouais, c'est dommage, comme on est entre le vrai et le faux, personne ne vous croit. Nouvel extrait. Oui, c'était Yeyette, qui est la femme de Paul Personne et qui était une animatrice qui est d'ailleurs allée au Rose Bonbon, hein, avec vous. Hein, ouais, au Rose Bonbon, il y a eu un La Fesse Merci au Rose Bonbon. Et... oui, il y a des photos. Mais non, j'ai une question pour Philippe Merlin. Il y avait des échos donc à la télé. Là, on est en avril 82 pour cette chronique-là. On parle de Carbone 14 sur Antenne 2. Il y avait comme ça des liens avec la télévision. Parce que Pollack, c'est un peu plus tard, et c'est vers la fin de Carbone 14, l'extrait qu'on a vu. Je pense que je peux dire là sur Yeyette. Les liens avec la télévision? Oui. Non, à part dans les journaux de 20h où on parlait de temps en temps des excès qui étaient produits la nuit sur Carbone. Mais sinon, non, je sais pas, Michel peut peut-être en parler un peu plus sur les liens avec la télé. On n'en a pas eu volontairement. Ça, puisque là, on voyait Les Enfants du Rock ou Baouba, je sais pas quel... oui. Ah oui, c'est ça. Je sais que j'ai vu souvent De Caunes avec, à l'époque, Jackie, puisqu'ils présentaient ensemble, ils venir... à Carbone 14, avec par exemple le jour de l'anniversaire de Super Nana, avec des fleurs et tout ça pour elle, en se dépêchant pour pas être en retard et tout ça. Donc on avait des gens, peut-être certaines personnes de l'univers de la télévision qui venaient à Carbone parce qu'ils avaient vraiment le sentiment qu'il s'y passait quelque chose. Et c'est vrai qu'au total, il s'y passait quelque chose, c'est incontestable. Et on a eu, comme ça, toute une catégorie de gens du showbiz, des médias, de la télévision, qui sont venus faire un tour pour voir ce qui se passait là, parce que c'était l'endroit où il se passait quelque chose, quoi. Mais voilà. Ce que je peux dire à titre personnel, c'est que pendant cette période d'ouverture, avec Grossex et Lopez, parce qu'on n'était pas payé, il fallait qu'on travaille. Pendant l'été 82, on a eu une tranche quotidienne sur France Inter, nous. Donc, et les Fabulos, alors ils nous ont demandé, on s'appelait les Minablos. Quand on est arrivé, ils nous ont dit non, c'est trop pessimiste, il faudrait un truc plus gai. Les Fabulos, par exemple. Alors, on a fait cette concession, on a changé de nom. Et il y avait eu les Bleus de la nuit aussi, un peu. Hein, et les Bleus de la nuit, une autre émission sur France Inter. C'était une tranche qui s'appelait les Bleus de la nuit. Nos émissions ne s'appelaient pas les Bleus de la nuit, mais il y avait une tranche comme ça de 2h à 3h du matin, 3h à 4h, qui était le banc d'essai des nouveaux talents. Michel Bichebois était le producteur de ça. Et partant de là, on nous a confié une tranche 17h-18h quotidienne, pendant l'été, mais pendant l'été seulement. Et après, on a sauté. Et c'était Michel Cotta qui dirigeait Radio France à l'époque, qui ensuite a pris la tête de la haute autorité et a sabordé Carbone 14. Mais c'est tout. Oui. Patrice Blanc-Francard, il y avait, bon, peu importe les noms. Alors, mais c'était pour dire, vous voyez, il y a eu cette ouverture vraiment où tout semblait pouvoir être possible pendant cette année fin 81-82. Et puis les portes se sont refermées jusqu'à le choix de la rigueur et de l'austérité en 83 sur le plan politique par Mauroy, etc. Mais il y a eu cette période où il semblait que tout soit possible. Et
pour vraiment vous résumer notre état d'esprit à Carbone, je crois, je parle pour moi, mais je crois que ça peut être partagé. On nous avait promis, François Mitterrand, la gauche, de changer la vie si la gauche arrivait au pouvoir. Eh bien, on pensait, nous, que la vie avait changé, que les conditions étaient réunies pour que la vie ait changé, que par conséquent, il n'y avait plus qu'à en profiter. Et en profiter, on a déserté pour ce qui était le front des luttes politiques et on a créé, enfin, on a fait ce qui nous passionnait, quoi, vraiment. Et bon, évidemment, on a vite déchanté, mais enfin, pendant cette période-là, on a mis en œuvre le fait que une autre vie était possible et voilà, ben, on l'a vécu, cette autre vie. Vous avez été surpris, Michel Fisbin, quand le couperet est tombé, quand les studios ont été saccagés par la main de la haute autorité? Elle n'avait pas de fréquence, on voyait bien qu'on rentrait dans le dur et que déjà se profilait le tapis rouge qui a été fait aux radios commerciales, quoi. Donc, bon, ça a quand même surpris parce qu'on se demandait s'ils oseraient. C'était quand même, vous voyez, après 81, après ce qu'avait représenté le mouvement des radios. Radio Riposte, Mitterrand était passé en procès pour les émissions non autorisées, pirates, d'une radio, Radio Riposte. Donc, c'était un engagement fort. La liberté d'expression radiophonique, on n'a pas prononcé le nom, mais il s'agissait de ça, de la liberté d'expression radiophonique qui n'existait pas. Elle existe depuis 1880 pour la presse écrite, à peu près, mais elle n'existait toujours pas pour la radio. Et elle a été donc concédée, accordée en 1981, après l'élection de François Mitterrand. C'est un engagement fort. Et de là à ce qu'ils osent quand même envoyer les forces de l'ordre pour casser des radios comme Carbone 14, c'était pas rien. Non, on n'y croyait pas. Sincèrement, on ne pensait pas que c'était possible. C'était une épreuve de force, mais on ne pensait pas que ça pouvait finir comme ça. L'animateur qui était là à 6h du matin s'est pris la porte dans la figure et a été blessé. Voilà. Donc, liberté. Alors, il en reste... voilà, mais je continue, vous voyez, la mise en perspective, 1880 presse écrite, 1980 radio, il en reste ce qu'on veut, mais il en reste quelque chose. Vous savez qu'il y a des centaines de radios associatives qui sont vraiment des radios libres, qui existent encore en France. Eh bien, bon, c'est un autre débat. Mais voilà, et cette liberté d'expression reste à conquérir dans le champ de la télévision. Elle n'existe toujours pas. Il n'y a rien. Ben, là-dessus, mais oui, mais... Et ça, Thierry Lefebvre n'en parle pas dans son livre. Oui. Antoine Lefébure, vous voulez dire quelque chose? Bon, le succès, donc c'est tout de même un succès, c'est justement cette impureté, ce qu'on a vu dès 1977, c'est-à-dire que ce n'était pas une ligne, les radios libres. Il y avait des gens qu'on appelait les petits commerçants qui voulaient monter leur business. Il y en avait qui étaient extrême gauche, qui voulaient faire la révolution. Il y en avait qui voulaient tout foutre en l'air, qui étaient anarchistes. Il y en avait même de droite qu'on aimait beaucoup. Il y avait une radio giscardienne qui s'appelait Fil Bleu. On les adorait parce que ça foutait encore plus le bordel. Donc on les poussait, on les aidait, etc. Donc c'était un mouvement totalement à la fois spontané et impur. Et c'est parce qu'on a été impur qu'on a pu passer 81. Si on avait été tous gauchistes, en 81, les grands patrons socialistes nous ont dit d'ailleurs, les petits gars, faites attention, vous allez être manipulés par la droite, faut arrêter, mettez pas... Et c'était impossible parce que la chose était totalement hétérogène. Et on voit bien, alors Carbone 14, c'était le comble de l'hétérogénéité. Les médiateurs étaient financés par machin, le fric venait de là, les taux d'extrême gauche, extrême droite, etc. Et ça marchait très bien comme ça, dans cette impureté. Car cette impureté était la garantie de cette liberté. Et effectivement, dans l'institutionnalisation avec les CSA, qui ont vraiment été des trucs épouvantables, la haute autorité, le CSA, un jour, il faudra faire la vraie histoire, je ne sais pas, les archives secrètes, je ne sais pas si elles sont à l'INA, mais c'était un truc absolument répressif. Michel Droit avant et après, et Michel Cotta, qui tout de même a... Il y a des cadavres plein les tiroirs avec cette histoire, ne pouvaient pas supporter Carbone 14. C'était vraiment... Alors, ils ont... Bon, alors c'est vrai qu'il y a toujours... Faut pas non plus dramatiser. Il y a aujourd'hui, à Paris, une fréquence anarchiste, une radio anarchiste. Je ne sais pas qui est-ce qui l'écoute, mais c'est tout de même pas banal. Non, mais la radio anarchiste, elle a un gros émetteur. Je crois qu'on peut l'écouter.
Mais c'est extraordinaire que dans une ville comme Paris, il y ait des radios qui sont tout de même encore relativement indépendantes. Il ne faut pas oublier que cette histoire de radio libre, c'est la seule chose qui est restée de cette espèce d'idée de mai 68, donner la parole aux jeunes, la police à l'ORTF, etc. La seule chose qui est restée, qui a une traduction institutionnelle, juridique, professionnel, commercial même, c'est ce moment des radios libres. Sinon, il n'y a rien eu. Il y a eu en juin 68 ce qu'on a appelé le raz-de-marée tricolore, et tout ce qui est venu de mai 68 était complètement bloqué, contrairement à ce que disent les médias. La seule chose qui a réussi à s'infiltrer et exister encore aujourd'hui, même si les meilleurs ont disparu, à savoir Carbone 14, c'est le mouvement des radios libres. Thierry Lefebvre. Oui. Oui, ici maintenant, Fréquence Paris Pluriel, et ici, elle existe toujours. Donc, pour ce qui est de la mort de Carbone 14, de cette saisie, j'ai fouillé quand même dans les papiers de la haute autorité qui sont à Fontainebleau, dans celle surtout de la commission consultative des radios libres, des radios locales privées, qui sont également à Fontainebleau. Et j'en suis arrivé à la conclusion que Carbone 14 a été saisi n'a pas été autorisé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'émetteur était effectivement très puissant, ce qui pose la question de l'acquisition de cet émetteur. C'est un émetteur Thomson, nettement supérieur aux émetteurs Itelco et autres qui étaient utilisés à l'époque. Dominique Fenu avait décidé d'utiliser cet émetteur à pleine puissance et ne respectait donc pas le code de bonne conduite qu'avait édicté Filiou à l'été 81. On essayait de brider un petit peu la puissance des émetteurs pour éviter les brouillages entre différentes radios. Carbone 14 est juste à côté sur la bande à Paris de France Musique. Voilà, et donc Carbone 14 est juste à côté de France Musique, et on a dès janvier 82, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines après le lancement de la radio, des plaintes d'auditeurs de France Musique qui arrivent sur le bureau aussi bien de Robert Pro, qui est le secrétaire général de la commission consultative, que sur le bureau de Filiou. Et donc il y a un dossier Carbone 14 dès le départ qui est un dossier essentiellement technique et qui fait que Carbone 14 est déjà brûlé pratiquement avant les coups qui vont être montés ultérieurement et qui vont en rajouter une couche en quelque sorte. Mais on peut penser que dès février-mars 82, Carbone 14 c'est déjà cuit. Alors ça va être renforcé par le fait effectivement qu'il y a des débordements. Je ne pense pas que ce soit la question sexuelle. J'ai discuté avec Jean-Louis Bessis, dont on a parlé tout à l'heure, qui était dans la commission consultative. Bon, ça gênait pas particulièrement. Mais est-ce que les insultes de Dominique Fenu à l'égard de François Mitterrand, qui parle de la francisque remis en 42 à Vichy, par exemple, alors ça, c'est sur Internet. Il y a eu aussi des insultes, mais ça, c'était effectivement une information. Ah oui, oui. Alors donc, à partir du moment où Carbone 14 n'est pas autorisé par la commission consultative des radios locales privées, il va y avoir la création d'un comité riposte. Comité riposte qui reprend de façon paradoxale le nom de riposte, donc Radio Riposte, et qui met en jeu la personnalité immédiatement de François Mitterrand. Et ça, c'est un choix à l'évidence de Dominique Fenu pour des raisons qui sont les siennes, qui ne sont pas claires. Et ça va se renforcer pendant 83, où vous avez des émissions que vous pouvez trouver sur Internet. Ça a été balancé par des auditeurs depuis X années, où il est au niveau de Jean Edernalier, de ce qu'écrit Jean Edernalier, et ce que Jean Edernalier n'arrive pas à publier, et qu'il ne pourra publier qu'au milieu des années 90. À savoir la révélation sur la fille cachée de François Mitterrand. Fenu, Gérard a même fait une émission spéciale sur le passé de Mitterrand à l'antenne. Et il a annoncé dans cette émission où il a tout révélé, la fille de Mitterrand, la Francis, enfin, l'occupation, tout ça, toute la collaboration de Mitterrand. Et comme l'émission était programmée, TDF a envoyé, comme pendant l'occupation, une petite radio Gogno au pied de l'émetteur, au pied de la station, pour brouiller le temps d'émission. Donc il a fait son émission. Quand l'émission s'est terminée, le petit camion est parti. Et qu'est-ce qu'a fait Gérard ? Il a rediffusé l'émission.
Voilà, et donc cette émission elle est disponible, on entend très bien le brouillage, hein. Donc c'est un des premiers cas de brouillage. Bon, il y avait RFM évidemment qui était un antécédent pendant cette période, et donc on sent bien qu'il y a un problème de prise de parole et qui provient essentiellement de Dominique Fenu, hein, et qui se renforce au fur et à mesure que la radio se rapproche de la saisie, jusqu'au moment où Dominique Fenu a compris qu'il n'y a vraiment plus aucune issue, que lui-même est en cause, et il va faire semblant de se retirer. Et il va confier les clés de la radio à Super Nana et Gino, que je n'ai pas retrouvé malheureusement, alors que Dominique Fenu est toujours derrière évidemment et paye toujours les factures. Donc finalement ça ne pourra pas se faire. Et pourquoi Carbone 14 est saisie la première? Parce que c'est la plus écoutée, tout simplement, de toutes les radios qui vont être saisies, hein. Il va y avoir Radio Voca, il va y avoir Libertaire, mais bon, c'est plus confus. Il va y avoir une saisie, puis ensuite un arrangement, donc ça va être en plusieurs temps. La radio la plus écoutée, celle qui a la plus grande réputation et dont la saisie va faire peur véritablement aux récalcitrants récents, c'est Carbone 14. Et donc, de mon point de vue, c'est un choix symbolique de toucher cette radio pour faire peur aux autres radios, pour qu'elles arrêtent d'émettre et pour éviter d'envoyer des CRS un petit peu partout. Voilà. J'en suis arrivé plutôt à cette conclusion, sachant bien entendu qu'ensuite, si la radio avait été autorisée, rêvons, il aurait fallu signer une convention avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Et donc, bien évidemment, Carbone 14, telle qu'elle existait jusqu'alors, n'aurait jamais pu émettre dans ces conditions. Il y aurait eu des sanctions qui seraient tombées. Donc, ça ne serait pas bien passé de toute façon. Philippe Debrenne, vous alors, dire. je veux bien dire des choses sur la saisie, parce que je m'en souviens parfaitement de ce jour. C'était fin août, donc Paris était désert, c'était vide. Moi, je suis arrivé à 11h du matin à la radio, qui avait été saisie à 6h. Je me retrouve avec Gérard, avec Super Nana. Et en fait, après coup, quand j'ai réfléchi un peu à tout ça, et puis en essayant de me souvenir de cette période, de ce qu'on avait vécu. Je disais tout à l'heure que c'était un laboratoire, il se passait tout le temps des choses, il n'y avait pas de grille, les émissions elles changeaient tous les mois, il y avait plein d'émissions ponctuelles, c'était complètement désordonné, déstructuré. Pareil, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de chef. Gérard, il manipulait les gens. Et Gérard avait ce côté aussi suicidaire. Et moi, je pense que de toute façon, Carbone n'était pas pérenne. Et au moment où on a été saisi, la Fesse, il n'était plus là, les Minablos, ils n'étaient plus là, enfin, on voyait plus, Jean-François, il n'était plus là, enfin, il y avait plein de gens qu'on ne voyait plus, les anciens de Carbone étaient partis, il y avait Super Nana qui avait reconstitué encore une équipe qui croyait encore, on était quelques-uns encore, c'est sûr que quand le jour où on s'est retrouvé avec la radio cassée, on n'a pas compris, et là, c'était très violent, c'était un énorme choc. Et on ne pouvait pas le sentir venir. Et en même temps, c'était une fin tellement évidente après coup qu'il y avait... Je ne pense pas qu'il y avait une autre possibilité. Nous-mêmes, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de démarche, c'était fait n'importe comment. On a parlé de Malvina et tout. Il y a eu des tentatives pour avoir des fréquences. On a relancé en 86 la machine. Avec Super Nana, avec Gérard, on a refait une radio, un Carbone 14 en 86. Ça a duré 6 mois et c'était pareil, quoi. Il n'y avait pas suffisamment de solidité derrière. Philippe Debrenne, je crois qu'on vous entend dans le dernier extrait qu'on va entendre, qui est un extrait de l'antenne de Carbone 14. Alors que j'explique comment ça s'est passé. Le jour de la saisie, c'était assez désarmant. C'est que Carbone 14 avait cette image de radio de cul. Et l'autre radio importante originale sur la bande FM, c'était Radio Gay, puis Fréquence Gay, la radio des homosexuels. Et c'était vraiment une radio amie. Et le gouvernement avait attribué, les autorités avaient attribué la fréquence de Carbone 14 le jour même à Fréquence Gay. Et le jour même, Fréquence Gay se met sur notre
sur notre radio. Et la plupart, c'était des copains. On les appelle, Super Nana était au téléphone avec eux en disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Et il y avait une moitié de Fréquence Gay qui n'était pas au courant, l'autre qui était dans la confidence et qui l'avait bien écrasé. Et ceux qui se sentaient dépossédés de leur radio nous ont invités. Et ils nous ont dit le soir même, eh ben, on vous donne la libre antenne, on vous donne votre antenne en guise de droit de réponse. Et donc le soir, on est arrivé à minuit. Et de minuit à 4h ou à 3h du matin, et avec Gérard, Super Nana et d'autres, on est venu pour exprimer notre désarroi. Et c'est surtout Gérard qui crachait, qui insultait sur Michel Cotta et compagnie. Voilà. Août 83, d'abord de la télé, ensuite de la radio. Juste pour Fréquence Gay, donc parmi les interlocuteurs, il y avait Pablo Rouy, une personnalité de Fréquence Gay que je n'ai malheureusement pas retrouvé, et qui est un interlocuteur de Super Nana à l'époque. On écoute. Donc voilà cet extrait, enfin l'antenne. Alors racontez-nous, refaites-le nous. Micro peut-être. Ah, vous l'avez pas mis ce passage-là? Non, moi j'ai rien mis, moi j'ai pas choisi. Non, il y avait un petit passage qu'on avait prévu avec Madame Globo qui intervenait et qui appelait toutes les maisons de retraite à soutenir Carbone 14, mais ça a été coupé un petit peu brutalement. C'est dommage pour Philippe qui se serait reconnu et aurait fait une imitation de lui-même peut-être. Je crois que non, j'en suis incapable. J'en suis incapable. Donc pour ceux qui veulent savoir qui était Madame Globo, c'était moi. Il y avait plein de gens qui demandaient qui était Madame Globo. C'était moi. Et donc je prenais une voix de petite vieille. Fais-le. Non, attends, ça fait 30 ans que je l'ai pas fait. Non, je peux pas. En plus, j'ai une trachéite. Maintenant, c'est ma voix. Non, voilà. Elle parlait comme ça, Madame Globo. Et donc j'avais créé un personnage radiophonique à partir de cette voix et je faisais des émissions du samedi et du dimanche matin. Ça s'appelait On n'a pas tous les jours 20 ans puisque j'en avais 19 et je passais Bert Silva et j'ai fait je connaissais rien du tout de la chanson réaliste et alors voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps et je me suis bien amusé. Alors, je dis juste une parenthèse. Voilà, on expérimentait, quoi. Vous voyez, c'est bien la manière dont tu en parles, quoi. Voilà, on expérimentait des tas de trucs et dans le lot, il y avait beaucoup de choses qui marchaient bien, quoi. On a essayé avec tous ces ingrédients-là et surtout l'enquête qui sort en bouquin de Thierry Lefebvre. On s'est dit, mais ça mériterait un documentaire. L'enquête est faite. Thierry peut faire le journaliste sur un documentaire avec un réalisateur. Et depuis 2 ans, on a essayé de vendre l'idée à une chaîne de télé de préacheter. Vous savez qu'ils sont en copro, ils préachètent et ça permet à un documentaire d'exister. D'un documentaire à l'occasion du 30e anniversaire de la légalisation des radios libres sur Carbone 14. La matière première est là et je pense que ça pourrait être, vous voyez, il y a ce qu'il faut, quoi, un documentaire relativement intéressant qui mériterait d'exister. On n'a pas réussi à trouver en France, on n'a pas essayé à l'étranger, en France, une seule chaîne de la plus petite à la plus grosse, de la plus grosse à la plus petite, qui soit intéressée par cette idée. Et par conséquent, ce documentaire se fera, mais ça sera à l'occasion du 40e anniversaire, et donc il y en aura qui seront morts parmi nous, quoi, oui. Mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Il faut attendre 30, 40, 50, 60 ans. C'est tuant. Oui, on en meurt. Oui, mais il y a le documentaire de Jean-François Galotte qui est édité par les Mutins de Pangée qu'on peut trouver. Mais attends, le film, le DVD avec plein de bonus, etc. C'est sur le site des Mutins de Pangée. Donc lesmutins.org, on peut donc se procurer le double DVD. C'est un double, non, c'est un simple. Mais il y a plein de bonus, etc. Avec un livret qui est bien foutu. Dans le livret, il y a un petit article qui résume tout ça de Thierry, plus plein d'autres choses. Je le dis pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin en images. Il y a un site qui existe, c'est carbone.14.free.fr avec beaucoup d'extraits d'émissions, c'est des extraits longs, parfois des émissions entières qu'on peut écouter très librement et on peut se rendre compte de l'esprit et du ton de Carbone 14. Et justement, on peut écouter notamment, et c'est ce que j'ai fait l'autre jour, entendre Poubelle Night, des morceaux de l'émission Super Nana Poubelle Night. Tout ce qui est en ligne sur Internet, et il y a beaucoup d'émissions en ligne, c'est des émissions qui ont été enregistrées par des auditeurs. Il n'y avait pas d'enregistrement des émissions, il n'y avait pas de parallèle antenne, comme on appelle ça maintenant. Ce sont des archives enregistrées par des auditeurs de l'époque qui sur des cassettes pourries, avec leurs conditions de réception, qui les ont mis progressivement en ligne sur Internet.
Et donc la voix de Super Nana, on l'a vu, on l'a entendu ce soir, Super Nana, et son émission donc Poubelle Night notamment. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur Super Nana, qui a été une des grandes révélations? Il y en a eu plein sur Carbone 14, mais une des grandes révélations, elle est devenue une des grandes voix de la FM dans les années qui ont suivi. On demandera aussi à Jean-François Galotte qui travaillait avec elle sur Poubelle Night. Oui, il va peut-être revenir. Donc, Catherine Pelletier n'arrive pas au début de Carbone 14. Carbone 14, c'est le 14 décembre 1981. Ça a été symbolique aussi, cette date. Et ça a d'ailleurs ennuyé l'ancien qui n'était pas prêt, visiblement, d'après quelques courriers. Et elle arrive plutôt en avril. Elle arrive en avril 82, donc 4 mois et demi après le début des émissions. Et elle arrive frontalement contre la FES. C'est-à-dire que la FES anime depuis quelque temps des émissions, commence à avoir un public de plus en plus large, et elle argue du fait que c'est du machisme pur, qu'il y en a ras-le-bol et qu'il faudrait une voix féminine en quelque sorte. Elle va être appuyée, alors visiblement, il y avait quand même beaucoup de garçons dans cette radio, c'était largement majoritaire, il y avait du machisme quand même, incontestablement, plusieurs me l'ont dit. Non, il n'y avait pas de machisme du tout. Non. Il y avait beaucoup de standardistes, par exemple. Voilà, c'est bien ce que je dis. Il y avait pas mal d'émissions féminines. Il y avait une émission sur le cinéma, Anne Bocry. Il y avait Yeyette, notamment. Il y avait Super Nana. Oui, non, il y avait pas mal de filles. Daniel Messager qui est à France Inter, maintenant, sur les rubriques santé. Oui. Alors, à propos d'Anne Bocry, Anne Bocry était réalisatrice de films à l'époque et elle a tourné un court-métrage dans les locaux de Carbone 14 avant le long-métrage de Jean-François Galotte. C'était un court-métrage de fiction dans lequel on voit, d'après ses souvenirs, Super Nana et Dominique Fenu en particulier. Et malheureusement, le film, je n'ai pas pu le retrouver, aussi bien à l'agence du court-métrage ou ailleurs. Et donc, pour l'instant, on recherche, si vous trouvez ce film d'Anne Bocry, c'est un document précieux. Danou les petites Anglaises. C'est ça, tout à fait. Il sait tout. Il aurait pu écrire un livre là-dessus d'ailleurs. Et donc, Super Nana se fait une place très vite à l'antenne. Comment ? Super Nana se fait une place très vite à l'antenne. Voilà, tu fais bien de me recentrer. Donc, Super Nana arrive en avril et elle a le feu vert de Dominique Fenu. Dominique Fenu lui dit « Ok, tu commences la nuit ». Et elle va surenchérir en quelque sorte sur le ton qu'affectait la FES depuis 2 mois à peu près. Et conséquence de ça, elle va créer Poubelle Night. Alors, Poubelle Night, pourquoi le titre de Poubelle Night? Alors, j'ai pas pu la rencontrer, mais enfin, par raisonnement, j'en suis arrivé au titre du bouquin de Marguerite Duras, Navire Night, qui est sur l'échange des voix sur le réseau. Vous savez, ce système téléphonique qui permettait de discuter de façon anonyme à la fin des années 70, début des années 80. D'ailleurs, c'est évoqué très clairement dans le film de Jean-François Galotte, puisqu'elle lit des passages de Navire Night dedans. Et donc, à partir de ce livre, elle va imaginer une émission qui est une émission de discussion dans un premier temps et qui se dirige de plus en plus vers la provoque verbale avec un ton qu'elle va trouver, qu'elle va deviner en elle et qu'elle va pousser grâce en particulier à l'aide de Jean-François Galotte. Et à partir de ce moment-là, il y a conflit, il faut bien le dire, entre la FES et Super Nana. Ça ne se passe pas forcément bien, on le sent également dans le film. Oui. Monsieur Dutheil, c'est comme dans tous les médias, quoi. À chaque fois qu'il y a des personnalités trop fortes, voilà. Ça explose. Voilà, il y a 2 leaders, on va dire. Mais il n'a pas couché avec Super Nana. Ça, je ne sais pas. Il y a 2 leaders qui vont s'affronter sur les nuits de Carbone 14, qui sont vraiment stratégiques. Évidemment, il y a plein d'autres émissions à d'autres horaires, mais les nuits, c'est le moment où les auditeurs arrivent en masse. Et il va y avoir très clairement un partage, dans un premier temps, de l'antenne entre la FES et Super Nana. Et puis, dans un second temps, Super Nana va prendre le pouvoir, surtout début 83, jusqu'à l'exclusion. Il faut bien le dire. Il y a un truc qui est intéressant, d'ailleurs, toi qui as fait un livre sur les radios libres, c'est de savoir que c'est la première fois qu'on va entendre des femmes aux radios.
Ça, il y aura que Macha Béranger avant, enfin des vieilles potiches, ou Ménie Grégoire, des histoires de fesses racistes. Il y avait FIP. C'est la première fois que va apparaître dans des milieux très avec plein de mecs, on va avoir apparaître des femmes. C'est là où en tout cas, une femme comme celle-là, oui, ça c'est sûr. Mais effectivement, il y avait d'autres femmes auparavant. Jean-François Galotte, comment ça se passait une émission de Poubelle Night? Ça partait, ça se préparait pas? Non, ça se préparait pas. La nuit, ça se préparait pas, c'était au feeling. Bon, puis aussi, il y avait des invités, quoi. Il y avait du charme, un peu, il y avait un peu de l'ambiance. Et à des moments donnés, un peu, je me souviens plus très bien. Et non, mais c'était ça, quoi. Il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui passaient, et ça se passait au feeling. Il fallait donner de l'ambiance à l'antenne, donner envie aux gens d'écouter. Il fallait que ça respire, que ça soit vivant, quoi. Et ça l'était. Je crois que c'était la qualité de cette radio, c'est que avant tout, c'était quelque chose de vivant. Donc les émissions de nuit étaient très vivantes. D'ailleurs, Dutheil, c'est ça. Globo aussi, c'était un peu ça. T'avais un rapport à l'auditeur qui était pareil pour tout le monde, je pense. C'était le côté vivant qui était intéressant. C'est pas le côté formaté comme on entend peut-être. Mais quoique aujourd'hui en radio, on entend des choses quand même des fois assez comme ça, de convivialité assez puissante. Voilà. C'était très irrégulier. Il y avait le pire et il y avait le meilleur. Dans la même émission, il y avait des tunnels, des moments où on pouvait s'emmerder, où il se passait rien, où on ramait. Et puis il y avait des moments des moments sublimes de radio. Vraiment des vrais moments sublimes de radio. Surtout très libre. Je crois que c'est libre. Oui, ça c'est important ce que tu viens de dire, parce que justement le prix à payer pour avoir les moments de créativité qu'il y avait sur Carbone 14, c'était d'accepter de s'emmerder et d'accepter qu'il y ait des moments où il ne se passe rien. Et ça, c'est ce que supportent pas toutes les radios institutionnelles. Elles ne supportent pas une seconde de silence, elles ne supportent pas quand c'est pas calé entre une pub et une autre pub, etc. Et donc là, il y avait une gestion du temps qui était complètement différente. Moi, je pense que ce débat-là montre très bien. Il y a autant de points de vue sur cette radio qu'il y a de gens ici et qu'il y en avait dans la radio elle-même, et autant de perspectives et même d'intérêts différents. Chacun ne cherchait pas la même chose là-dedans. Moi, ce que je retiens, c'est la préface du livre, de la traduction de James Joyce par le nommé Philippe Lavergne, qui dit voilà, les lumières de l'aéroport s'allument. Nous sommes dans les cabines de nos têtes, nous allons voyager, enfin je ne sais pas la citation exacte, mais nous allons voyager dans nos têtes. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Ce n'était pas tellement de faire le con, bien entendu je le faisais comme tout le monde, mais c'était d'aller voyager dans les têtes. Je dois dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit en disant que les radios, c'est la même chose maintenant, que c'est la continuation de 68. Je pense qu'il en reste vraiment très très peu. Effectivement, les gens déconnent à la radio, ils n'ont plus le langage formaté qu'ils avaient avant, Carbone 14, avant les radios libres. Mais c'est toujours très très très... Ça s'arrête très très vite. Et ça s'arrête très vite, même pas parce qu'il y a des consignes. En fait, le problème, c'est le problème de l'autocensure dans le langage. Et l'autocensure, on l'a pratiquée tous, et il y a peut-être que sur Carbone 14 qu'à certains moments, il n'y a pas eu d'autocensure et que les gens sont partis vraiment, je ne dirais pas dans la folie, mais dans des trucs qui sont au-delà de ce qu'on peut prévoir qui va se passer. Et pour moi, c'est une perte qui n'a pas été récupérée, il n'y a rien d'équivalent, de cette espèce de créativité qui allait au-delà de ce que celui qui la faisait pouvait imaginer, mais avant de le faire. Se découvrir soi-même, une sorte un peu de l'équivalent de l'écriture automatique des surréalistes. Enfin, quelque chose où on part et on ne sait pas du tout où on va. Et malheureusement, je crois qu'il ne reste rien de tout ça maintenant. Il faut dire ce que vous dites à l'instant. Il y a la première traduction de Finnegan's Wake en français, donc en 82, et qui est dédiée à l'équipe de Carbone 14, avec une citation de Jean-Yves, animateur, donc Jean-Yves Lafesse, animateur de Carbone 14, une traduction d'un certain Philippe Lavergne, dont on ne sait pas aujourd'hui qui il est. Il est passé dans les studios de Carbone 14, mais Thierry Lefebvre, dans votre livre, vous dites on n'est pas sûr qu'il ait jamais existé, en tout cas en tant que Philippe Lavergne. Oui, j'ai de sérieux doutes sur l'existence de Philippe Lavergne. Non pas qu'il y a eu un traducteur, bien évidemment, du livre de Joyce. Il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui se sont penchées sur cette traduction et qui évoquent le nom de Philippe Solers comme le véritable traducteur de Joyce.
il y a effectivement quelqu'un qui est passé dans les studios, qui se présentait comme Philippe Lavergne. Bon, j'ai essayé de contacter Philippe Lavergne via sa maison d'édition. Par un curieux hasard, c'est la seule personne au sein de la maison d'édition qui refuse depuis 20 ans, 30 ans toute interview. Donc tout ça m'a paru un petit peu bizarre et je me suis demandé, et c'est pour ça que Régis Geoffrey aurait été précieux comme interview. Je me suis demandé si c'était pas un coup, comme on en faisait souvent à Carbone 14, parfois à l'insu de nombreux animateurs au sein même de la radio. Alors il y a une photo dans le livre d'un personnage effectivement qu'on voit de profil, qui est dans un coin d'une photo de profil un peu déformé, presque. Enfin, ça ajoute encore au mystère. Je l'ai vu, ce Philippe Lavergne, dans les studios, et c'était pas Solers. Ça, je peux affirmer, c'était pas Solers. Il y avait un personnage, alors c'était l'Émile Ajar peut-être de Solers, je sais pas, mais en tout cas, il y avait un monsieur d'un certain âge, 50, 60 ans, très sérieux, costume, tout ça, pas du tout débraillé, et qui se présentait comme étant Philippe Lavergne. Voilà. Il est dans la salle ce soir, Philippe Lavergne. Alors je demande dans le livre que Philippe Lavergne me contacte de toute urgence, hein, évidemment. Alors donc voilà une chose énorme. Une autre chose énorme que je découvre dans la presse ces jours-ci, le conseiller de Carla Bruni qui défrait la chronique en Julien Sivan, je crois. Voilà, prétend qu'à 10 ans, il a été DJ animateur quand il avait 10 ans d'âge à Carbone 14. Si quelqu'un a le souvenir de ce gars-là... Alors c'est possible, mais ouais, faut en reparler, faut rechercher. Ouais, c'est possible. C'est possible parce que Super Nana, parfois, elle a pu ça me dit quelque chose. Elle a pu rencontrer ce gamin et se dire viens, il a fait une émission pendant 2 semaines. Tout le monde était animateur à Carbone 14. On arrivait, et puis on était jetés 2 semaines après. Moi, j'ai eu la chance j'ai fait des émissions effroyables, très très mauvaises. Et puis, je suis resté dans un coin parce que j'étais gentil, je faisais un peu le ménage et tout ça. Et puis, mais c'est vrai. Et puis Super Nana m'a gardé, elle m'a dit toi t'es sympa. Et puis elle m'a appris des choses. Je voudrais revenir un petit peu sur Super Nana. Non, j'ai pas couché avec Super Nana. Mais non, mais je l'aimais vraiment profondément et je voudrais juste dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel et c'était un vrai talent de radio. On s'en est malheureusement pas rendu compte ces dernières années de carrière. Mais quand elle a repris la direction d'Aligre, elle m'a appelé, elle m'avait demandé de venir avec elle, donc j'ai passé encore une année avec elle à faire de la radio. Et vraiment, j'ai appris beaucoup à ses côtés. L'art de l'interview, elle était super forte, quoi. Elle était très très forte. Elle avait une voix magnifique, elle savait emmener les gens. Et puis elle avait de la répartie et elle avait une culture immense. On parlait de Marguerite Duras. Je l'ai vu faire des émissions extraordinaires sur Gainsbourg, sur Ferré, sur des gens comme ça. Elle était capable elle aurait dû faire des séries sur France Culture, des choses comme ça. Et moi, c'est un truc vraiment que je regrette. Je crois qu'elle s'est un peu trop enfermée à la fin, où on l'a enfermée dans un système. Mais c'était quelqu'un très attachant. On a oublié de dire qu'elle était, quand elle est arrivée à Carbone, elle était employée de banque. C'était une petite employée de banque. Et une fille d'une générosité extraordinaire, quoi. Vraiment d'une humanité énorme. On va peut-être faire passer un micro dans la salle s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est moi qui ai le micro, c'est ça? Alors François Stranger n'a pas été abordé le sujet. Donc il y a quelqu'un qui se dévoue, comme ça après on pourra partir. Il y a d'autres gens qui participent à des radios libres dans la salle. Je vais en dénoncer quelques-uns. Ah, Martial! T'as fait des radios libres, toi? Boris! Avec toi, j'ai fait le Salzone. Martial, c'était Radio 7, c'est ça? Martial, c'est Radio 7, c'est ça? Et à côté de Thierry Vigneault, Radio Capitale.
Ah, tu vois. Est-ce que Irène Somme est encore là? Non, il est parti pisser. Problème de vessie aussi. Parce que c'est la productrice du film, Carbone 14, le film. Et donc, ça serait sympa d'avoir son témoignage. Sur la manière dont ça s'est passé. C'est très mal passé. Très mal passé. Il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Ils par des micros. Igor. Il y en a d'autres, Martial. Ouais, Martial. Arthur était à Carbone 14. Oui, alors, un micro. Dans 86. Et 86. Ah, Arthur, Il faisait les infos. C'est quand on a relancé Carbone en 86. Je sais même plus où c'était. Non, c'était quand c'était Arcueil. À Carbone, c'était Arcueil, ouais, Arcueil-Cachan. À Cachan. Arcueil-Cachan, c'était le métro, le métro La Place, je sais plus. Et là, effectivement, on a relancé Carbone 14. Il y avait quelques anciens, on n'était pas très nombreux. Il y avait Gérard, et puis il y a un petit jeune qui est arrivé, qui s'est appelé Sergent, je sais plus Sergent comment. Et en fait, c'était Arthur. C'était Arthur et c'était Philippe Delacroix, un ancien producteur de France Culture, qui l'avait un peu coaché. Et il sortait d'une école de journalisme et il présentait les flashs à 18h avec une petite trompette qui annonçait le flash. Et c'était le sergent qui donnait les informations. Voilà. Et ça a duré très peu de temps parce que très vite, il s'est retrouvé à faire les matinales de RFM. Non, François Hollande n'a pas été animateur de Carbone 14, mais il y avait également Rémi Bouton, parce que Rémi Bouton, donc Radio Gulliver, qui était dans ce Carbone 14 de 86, puisque, juste pour résumer un peu l'histoire, en 86, Dominique Fenu a envie de relancer Carbone 14. À cette époque, Super Nana est à Radio Ici Maintenant, et elle est en train de claquer la porte de Radio Ici Maintenant, elle ne s'entend plus avec Didier Deplège, et la conséquence de ça, c'est qu'il décide de monter une radio avec les personnes qui ont quitté Ici Maintenant, dont Philippe Delacroix, qui c'était Radio Pluriel FM, et Rémi Bouton, c'était Radio Gulliver. Et Radio Gulliver, Pluriel FM et Radio Ici Maintenant détenaient à 3, vous savez, il y avait eu des mariages comme ça en 83, détenaient à 3 une fréquence. Et comme il y avait 2 radios scissionnaires, eh bien, Carbone 14 se recrée avec ces gens-là, mais c'est une expérience extrêmement éphémère de quelques mois, et puis ça ne fonctionne pas, et ensuite l'émetteur part du côté d'Ajaccio pour monter Carbone 14 d'Ajaccio, mais c'est une autre histoire. S'il n'y a pas d'autres questions, non ? Sinon, le livre, on le trouve où ? On le trouve en librairie, j'imagine, votre livre, Thierry Lefebvre, donc Carbone 14, légende et histoire d'une radio pas comme les autres, édité par l'INA. Il y a aussi donc le DVD Au Mutin de Pangée. Alors Au nous Mutin de éditons, le Pangée. Mutin de Pangée édite aussi des films que vous ne verrez jamais à la télévision, comme Chomsky, puisque c'est un peu... On a ça dans les gènes quand même. Quand on pratique Carbone 14 et qu'on pratique la liberté, il restera toujours quelque chose qui manque. Et à chaque fois, quand on est dans des structures, même moi, des fois, quand je tourne des films, il y a toujours ce moment de liberté qu'on a dans la tête et on se dit « Oh non, putain, ça fait chier, ça. Quand même, ça vaut le coup de faire ça. Quand même. Ça, faut le faire. » Et je pense que c'est ça que donne... Quand on pratique la liberté d'expression, je pense que c'est ce qui reste... on pratique à 20 ans, ça reste toute notre vie. Bah, de toute façon, c'est ce qu'a dit M. Hessel ou tout le monde. Ça se pratique, la liberté d'expression, et ça ne s'oublie pas. Merci beaucoup, merci Alain Dubois, merci Jean-François Galotte, Philippe Debrenne, Michel Fisbin, Thierry Lefebvre, Guy Duteil, Philippe Merlin, Pascal Frelon et Antoine Lefébure. Et merci à vous d'être venus au lundi de l'INA. Et on vous invite pour le verre de l'amitié juste à côté.